Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast réalisé par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Léa Torrieri, photographe de mariage. Mon invité du jour a, comme la plupart d'entre nous, eu une autre vie avant la photographie. Mais dans son cas précis, la page a été difficile à tourner, car non content d'avoir mis de côté 14 ans d'études, elle aimait ce qu'elle faisait, la photo était juste plus forte. Dans cet épisode, nous allons parler de sa réflexion permanente sur ce qui fait une bonne image, de son extrême timidité plus jeune qui est bien difficile à déceler aujourd'hui, du sens de l'observation que cette timidité a développé et son acuité exceptionnelle quand il s'agit de déceler des connexions humaines, d'une sélection de livres photos plus originale que la moyenne, de nos maîtres Jedi de la patience, à savoir Ronan Gégaden et Annie Gozard, de son implication au sein de la FFPMI et de la présentation qu'elle devait faire à la conférence Fearless en Grèce, reportée pour cause de coronavirus. Bienvenue dans l'œil de Léa Torrieri. Bonjour Léa. Bonjour Julien. Merci d'être là. De rien, merci de m'avoir invité. Je sais que je te reçois à un moment qui est un peu délicat pour toi puisque tu devais parler à la conférence Fearless Photographers la semaine prochaine. On attendait qu'elle passe pour se voir, pour enregistrer cet épisode. Et ouais. Et malheureusement, la conférence a été annulée pour cause de coronavirus. Exactement. Et tu m'expliquais juste avant que tu l'avais vu venir en plus parce que tu as une formation médicale. Tout à fait. Pour l'anecdote marrante, parce qu'il faut voir le positif, c'est que j'ai fait 8 ans de recherche sur mon sujet. C'était la vaccination antigrippale en pleine pandémie grippe aviaire et H1N1. Donc tous les risques pandémiques, l'épidémiologie, j'étais en plein dedans. Et la dernière fois que j'ai parlé devant plus de 200 personnes, c'était pour présenter mes travaux de recherche contre ce virus grippal. Et là, au final, c'est un virus pseudo-grippal qui m'empêche de faire une conférence pour présenter mon travail de photographe actuel. Donc, ça te poursuit. Ça me poursuit. Bah, écoute, c'est la vie. C'est comme ça. Malheureusement. On va commencer le podcast par la question la plus simple et la plus évidente. Qui es-tu, Léa ? Et du coup, je suis une photographe de mariage essentiellement, qui est parisienne. Je suis photographe depuis 8 ans. Et avant, j'étais donc dans la recherche. Je suis pharmacienne de formation et docteur en immunologie et donc vaccinologie. Qu'est-ce qui fait que tu as mis de côté ce côté de ta carrière parce que c'était des longues études a priori ? Ouais, c'était un petit peu long. En tout, après le bac, j'ai fait 14 ans d'études. Par passion, parce que j'ai toujours eu envie... mon moteur principal, c'est d'apprendre. Et j'ai toujours été passionnée par tout ce qui était autour de la santé, et notamment tout ce qui concernait les maladies infectieuses. Donc, je me suis orientée là-dedans pour être enseignant-chercheur, donc longues études. Et en arrivant vers la fin de mes études, après avoir cumulé l'hôpital, la recherche, la thèse, les gardes d'internat, j'ai eu une période un peu plus cool dans la fin de ma thèse où je me suis dit je vais lancer la photo comme une activité secondaire parce que je voulais faire du mariage, je voulais continuer le mariage et je faisais de la photo depuis longtemps mais juste comme ça en accessoire. Et au bout d'1 an, j'ai réalisé que faire de la recherche et de la photo, c'était un petit peu ambitieux parce que c'est 2 activités qui sont des activités passion qui demandent 200% de son cerveau et qu'il y a un moment où j'avais plus le temps de rien. Et puis surtout, j'ai découvert le monde de la photo de l'intérieur, je le connaissais de l'extérieur, et puis voilà, quoi, j'avais pris le virus pour le coup. Tu t'es lancé dedans. Pour ceux qui nous écoutent, la photo, on a l'impression que c'est que cliquer sur un appareil. Non. Et c'est pas du tout ça, ça prend un temps, mais démentiel. C'est ça prend un temps démentiel. Et puis au début, alors pour... une réflexion qui a mis du temps à venir parce qu'au début, j'ai eu du mal à faire ce choix-là. J'ai longtemps hésité. Je prends des décisions souvent assez radicales que les gens pensent courageuses, mais qui généralement mettent du temps à arriver chez moi. Du coup, j'ai mis 2 ans à me lancer vraiment comme photographe quand j'ai eu envie de le faire. Et j'ai mis 2 ans à passer à temps plein, à prendre la décision de lâcher la recherche. Ça a été une décision qui a été hyper difficile. Et un des trucs qui me retenait, c'était l'aspect intellectuel. J'avais toujours passé tout mon temps à apprendre, à avoir une vraie activité intellectuelle intense. Et j'avais peur qu'en devenant photographe, je perde cet aspect-là.
et que ça me manque. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Je réfléchis encore plus depuis que je suis photographe parce que j'ai des fois plus le temps. Et voilà, en fait, moi, j'ai peut-être une particularité, c'est que je vois mon métier beaucoup par la partie réflexion intellectuelle, plus que par la pratique. Qu'est-ce que tu appelles réflexion intellectuelle du coup ? Je réfléchis énormément sur la pratique en elle-même, sur la philosophie, donc je sais qu'on va en reparler après, donc on ne va pas en parler dès maintenant, mais j'analyse absolument tout ce que je fais, le pourquoi, c'est une énorme introspection personnelle, c'est une énorme approche sociologique et psychologique des gens, j'apprends les gens à travers les photos, et du coup tout ça nourrit constamment ma réflexion. Et après, ne serait-ce que sur l'aspect photo en elle-même, je passe plus de temps à analyser des images, à comprendre des images, à faire évoluer mes réflexions comme ça de manière un petit peu large autour du sujet photographique, plutôt qu'à multiplier les prises de vue, on va dire. Donc tu décortiques tout. Je décortique absolument tout, c'est horrible. Ça va nous permettre de passer directement à la question suivante, qui est quelle est ta formation photographique ? Alors initialement, moi j'ai eu un appareil photo très tôt. J'ai eu un appareil photo, j'avais 7 ans, mon premier. Et très vite, en fait, je suis devenue la photographe de la famille. J'étais la seule qui avait ce truc un peu de vouloir tout conserver, tous les souvenirs. Et du coup, petit à petit, les gens ont arrêté de faire des photos autour de moi. D'abord dans ma famille, ensuite dans mes amis, parce que moi je le faisais tout le temps, donc ils n'avaient plus besoin. Donc c'est vraiment la pratique qui m'a appris à faire de la photo. Mais sachant qu'au début, le seul truc qui m'intéressait, c'était de garder le souvenir. Donc en fait, la partie technique, j'en ai jamais rien eu à faire. Et même la partie esthétique, on va dire, le rendu réellement de la photo, pendant très longtemps, ne m'intéressait pas du tout. C'était vraiment juste conserver le moment. Donc, par contre, j'ai une pratique de savoir trouver la photo qui va avoir du sens, qui va raconter réellement quelque chose. Ça, je le pratique depuis que je suis petite. Et la partie technique, du coup, est arrivée à partir du moment où je me suis acheté, moi, mon réflexe et où j'ai eu envie, du coup, de comprendre. Et ça est arrivé vraiment tardivement. Ça devait être en 2009-2010. Après, avant que tu commences ton activité. Et je suis passée professionnelle en 2012. Donc, c'était pas très longtemps avant. Après, pendant ma vie étudiante, j'avais quand même... mon grand-père faisait beaucoup de photos. C'est mon première inspiration, c'est mon grand-père. Et lui avait un appareil argentique. Et du coup, c'est vrai que pendant toute mon adolescence, jeune vie d'adulte, ça m'arrivait de prendre son appareil et de décortiquer, de comprendre comment ça fonctionnait. Et j'ai fait un peu aussi de club photo quand j'étais à la fac. Donc, j'ai eu des petites bribes comme ça. Mais sinon, c'est vraiment de l'autodidacte. Je me suis vraiment concentrée sur la technique à partir du moment où j'ai commencé le réflexe. Et puis vraiment, du coup, depuis que je suis professionnalisée, et maintenant, beaucoup de formations annuellement, tout le temps. Est-ce que tu dirais, du coup, parce que sur ton site, tu te décris beaucoup... Alors, il y a une partie artistique, évidemment, mais tu te décris beaucoup comme une photographe documentaire. Est-ce que tu dirais que ça a influencé ta photo, cette façon d'apprendre ? Ah, complètement. Complètement, puisque vraiment, au début, la seule chose qui m'intéressait, c'était raconter ce qui se passait. Donc en fait, le média photo en lui-même, si j'avais eu les moyens de raconter d'une autre façon, je l'aurais fait. C'était pas la photo en elle-même, c'était le fait de conserver le souvenir. Je suis aussi quelqu'un qui écrit énormément et pendant toute ma jeunesse et toute ma jeune vie d'adulte, j'ai tenu des journaux de bord, des carnets secrets. Enfin, moi, j'ai des pages et des pages d'écriture, mais je me pense pas à un talent particulier pour ça. J'ai jamais développé plus que ça, mais j'adore écrire. Il y a un moment où j'aimais dessiner, mais je suis très très mauvaise, donc j'ai laissé tomber. Enfin voilà, en fait, c'était juste le fait de raconter et j'avais besoin de me souvenir de ma vie. Le souvenir, c'était... Tu as commencé par le storytelling avant la technique, ce qui largement, est l'inverse exact de 99% des photographes qui commencent par la technique, qui se rendent compte après qu'on peut raconter une histoire avec des belles images. Qu'est-ce qui t'a amené, du coup, à la photo de mariage en particulier ? Et du coup, je me suis professionnalisée pour faire du mariage. C'est vraiment le mariage qui a été mon moteur. Ton déclencheur. Mon déclencheur. Parce qu'en fait, le métier de photographe en soi, pour moi, c'était pas un métier jusqu'à ce que je commence à connaître des photographes, parce que justement, dans ma famille, ça avait une notion artistique. Et tout ce qui était artistique n'était pas un métier. Donc, dans ma tête, j'ai été formatée comme ça. Et puis, c'était pas parce qu'ils m'auraient empêché de le faire, parce que le truc très drôle, c'est que ma sœur était considérée comme l'artiste de la famille et elle a été poussée dans une voie artistique au niveau de ses études. Et moi, j'étais la scientifique de la famille, très matheuse, très cartésienne. Et du coup, j'ai été poussée dans des études plutôt médicale. Par curiosité, elle fait quoi ta sœur aujourd'hui ? Et aujourd'hui, ma sœur est nutritionniste et moi, je suis photographe. D'accord. Donc, J'étais sûr que ça allait dévier vers ça.
Et en fait, il y a comme ça, c'était pas du tout quelque chose qu'on m'aurait empêché de faire. Mais moi-même, je m'étais conditionnée. C'était tellement évident que dans ma famille, la partie artistique, c'était un loisir. C'était quelque chose qui nous a toujours entourés. On a été élevés au milieu de ça. On a vécu dans un musée, donc on est vraiment très sensibilisés à ça. Mais c'était quelque chose qui se faisait en loisir, pas en métier. Et du coup, j'envisageais pas le métier de photographe. Et quand les copains ont commencé à se marier, comme c'était moi qui faisais les reportages de nos soirées, de nos vacances, j'ai fait des reportages de mariage comme ça, comme je faisais le reste, même sans qu'ils me demandent. Moi, je le faisais pour moi. Et puis, une fois que j'avais fait, je leur donnais, ce qui était un peu normal. Donc ils ont commencé à me dire « Mais c'est trop bien, pourquoi tu fais pas ça comme métier ?» Et puis j'étais là « Je sais pas, c'est pas un métier, quoi. » Là, je vis ma vie, je vais gagner bien ma vie. Je l'envisageais pas trop. Et puis, le problème, c'est qu'une fois que tous tes amis sont mariés, il n'y a plus de mariage. Et là, le manque. Donc, je me suis dit, comment je fais ? Et le mariage, c'est la seule spécialité pour moi, photographe, qui vraiment ne peut pas se pratiquer sans être professionnel. Donc, du coup, je me suis professionnalisée pour ça. On peut dire que tu es devenue photographe de mariage presque par accident. Ouais, je sais pas si c'est par accident, parce qu'au final, quand je revois l'ensemble, la continuité, il y a une vraie logique. Mais en effet, il m'a fallu un parcours un peu tortueux pour arriver jusque-là. Maintenant, ça a vraiment tout est en cohérence. Je vois un lien depuis mon enfance dans plein d'aspects et plein de réflexions que j'ai eues qui m'ont amené là. Et c'est pour ça que je m'y sens aussi bien maintenant. Rétrospectivement, tu peux connecter les points. Complètement. Le fameux discours de Steve Jobs. Est-ce que tu fais, hormis la photo de mariage, un autre type de photo ? Alors, je fais tout ce qui concerne du reportage. En fait, j'ai commencé par le mariage, mais en fait, ce qui me plaît, c'est le reportage. Et tu disais l'approche documentaire à 200%. C'est raconter ce qui se passe et ce que vivent les gens. Donc, il faut de l'humain. Mais après, en fait, des histoires, il y en a absolument partout. Donc, si on m'appelle pour raconter une histoire, je suis partante. Donc, je fais un peu de famille, de reportage de famille, je fais un peu d'entreprise. Le seul truc, c'est que j'ai jamais pris le temps de développer la communication autour de ça. Donc, on reparlera à la fin, je sais, de communication, tout ça. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu en fonction des demandes que j'ai. Par hasard, c'est généralement soit mes anciens mariés, soit mon réseau personnel d'avant la photo qui me fait travailler dans ce domaine-là. D'accord. Pour l'avoir vécu, en fait, c'est deux domaines qui demandent chacun un travail très distinct. En termes de communication, surtout, c'est assez presque opposé. L'avantage, c'est que les calendriers aussi sont opposés. Donc finalement, si tu fais l'effort, ça peut coller. Non, mais c'est ça. C'est des choses, par exemple, ça fait au moins 2 ans que j'en parle. Mais comme je te disais juste avant qu'on commence, comme j'ai eu un projet qui n'avait rien à voir avec la photo, là, qui m'occupait depuis 2 ans, j'ai mis mon activité photo un peu entre parenthèses. Mais là, ça fait plus de 2 ans que j'ai envie de développer le reportage scientifique, justement pour reconnecter à ma vie d'avant. Déjà parce que autant profiter du réseau que j'ai. Et puis moi, ça me permettrait de garder un lien avec toute une activité scientifique que j'adorais. Donc en soi, j'aimerais bien faire du reportage de séminaires, de congrès ou de reportage hospitalier. Donc il faut que je prenne le temps de reconnecter et de développer ça. Alors, c'est amusant que tu dises ça. L'épisode n'est pas paru au moment où on enregistre celui-ci. Mais l'épisode qui sort dans 15 jours, on enregistre, c'est un garçon qui s'appelle Alexis Paoli. Et Alexis, c'est quelqu'un que j'ai connu dans une ancienne vie professionnelle où je travaillais dans l'immobilier entreprise et qui s'est développé dans la photo d'immobilier tertiaire, d'architecture tertiaire. Donc en fait, il a récupéré ses anciens clients à qui il louait des bureaux, à qui lui donnait des mandats. Et il fait leurs photos maintenant. Et en fait, il s'est développé là-dedans. C'est devenu, comment te dire ça ? La photo d'architecture en soi, économiquement, tu peux penser que ça n'a pas de sens. Et en fait, il a réussi à en faire une vraie spécialité. Ah bah si, ouais. Et je pense que le vrai facteur différenciant pour les photographes, c'est justement d'arriver à marier ces deux vies qu'on peut avoir pour la plupart, parce que la plupart n'ont pas commencé par la photo. Il y en a, mais dans les gens qu'on rencontre personnellement, c'est relativement rare. La 80%, on a tous commencé par une autre vie avant. Arriver à faire le lien entre ces deux vies, je crois que c'est le secret d'une vraie originalité. Complètement. Et en plus, c'est là-dedans où je dis il y a une continuité. C'est quelque chose... quand j'ai fait une petite conférence au Salon de la Photo où je présentais justement le lien entre ma vie d'avant et ma vie de maintenant et à quel point il y avait des ponts dans les compétences que j'avais développées dans mon activité de chercheur en labo, à travailler sur des souris et sur de la vaccination. Enfin, tu vois, le truc qui n'a rien à voir, où les photographes me regardent avec des yeux en se disant « mais
Comment tu t'arrives à faire un pont? Et moi, je vois des liens très, très nets et j'utilise beaucoup tout ce que j'ai appris en laboratoire et encore très régulièrement, j'ai des pensées de ma vie d'avant qui me reviennent dans mon activité quotidienne de photographe. Et c'est vrai que ça, déjà, c'est une chose. Et puis en plus, après, autant se servir de tous les cailloux qu'on a semés pendant le début de notre vie. C'est des atouts. Et d'autant plus quand c'est pas une reconversion par fuite de son métier d'avant. Je connais plein de gens qui étaient en saturation et qui se sont mis à détester leur métier. Moi, c'était une passion et ça a été un déchirement de voir quitter mon labo. J'ai mis vraiment 2 ans. Pendant 1 an après avoir arrêté mon contrat, j'habite en face du labo où je travaillais. Pendant 1 an, je continuais à aller les aider, je continuais à donner mon avis. J'ai participé à des séminaires comment ils appellent ça, enfin pour faire des bilans annuels sur les projets. Moi, ça faisait 1 an que je mettais plus les pieds au labo, mais je continuais à donner mon avis. J'avais mon sujet de thèse qui continuait dans les mains d'un autre étudiant. Enfin voilà, j'ai gardé vraiment un attachement à tout ça. Donc, ça serait dommage de pas s'en servir. Mais pour le moment, j'ai pas encore pris le temps. T'as eu beaucoup de mal à couper le cordon. Ouais. Bon, je l'ai jamais complètement coupé. Et puis, tu vois, l'actualité me rattrape. Donc, il y a un moment où... T'en redemandes, donc c'est que quelque part, ça te plaisait vraiment. C'est ça. Côté plutôt technique et question un peu plus rapide, donc ton premier appareil, vu les dates que tu m'as annoncées, c'était a priori plutôt un argentique. Complètement. Et j'ai eu du mal à passer au numérique. C'est vrai? Ouais, je suis passée au numérique alors que tu vois, la technique ne m'intéressait pas du tout et quelque part l'esthétique en termes de technique photo, on va dire, de gestion du cadrage, de l'exposition, etc. Je ne m'étais pas intéressée. Mais par contre, j'ai un vrai attachement au rendu de la photo et du coup à la sensibilité, tu vois, presque non palpable de ce grain particulier, etc. Les défauts de la photo argentique. Voilà. Et du coup, j'avais l'habitude, surtout, j'en prenais énormément, malgré... je ne faisais pas du tout ça professionnellement, mais moi, j'allais développer des pellicules, surtout entre 2000 et 2005, toute ma phase étudiante, où je suis beaucoup sortie, beaucoup voyagée, beaucoup fait la fête, et j'avais des pellicules, j'ai dépensé un fric dingue en pellicules. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal, tout le monde passait au numérique, et tout le monde me disait, mais avec tout ce que tu fais comme photo, pourquoi tu passes pas au numérique? C'est génial, on peut en prendre encore plus. Et j'y arrivais pas. Et je suis passée au numérique, je crois, en 2005. Ouais, donc ça a été un peu compliqué. Ouais. Je peux comprendre ça. Il y a une perfection dans le numérique qui tue un peu le charme de certaines photos, je trouve. Ah ouais. En tout cas, à cette époque-là, et surtout au début du numérique, il y avait un rendu qui vraiment mimait pas du tout le rendu argentique. On y revient aujourd'hui, mais... Voilà, et du coup, c'était vraiment compliqué pour moi à l'époque. Maintenant, jamais de la vie, je reviendrai à l'argentique, parce que pour le coup, déjà, les progrès ont été tels que maintenant, avec le traitement, tu peux vraiment mimer et... Il n'y a vraiment que les ultra spécialistes qui arrivent à voir la différence et je pense que souvent, ce n'est pas tout à fait le cas. Et en plus de ça, moi, je suis une boulimique de photos, donc j'ai besoin de prendre beaucoup de photos. Je ne pourrais pas tenir le rythme de mes photos actuelles en argentique, ce n'est pas possible. C'est surtout qu'aujourd'hui, je pense que tu peux recréer intentionnellement les petits défauts des anciennes photos. C'est un truc que j'aime beaucoup. J'appelle ça la sprezzatura. Je ne sais pas si tu connais ce truc très italien. Alors, je connais le nom, mais je ne savais pas que ça s'utilisait dans ce... Ça ne s'utilise pas, c'est juste un parallèle que je fais. La sprezzatura, c'est les élégants italiens qui s'habillent très bien, qui ont une tenue absolument parfaite. Et pour casser cette perfection, ils vont introduire un petit défaut dedans. Donc ça va être une cravate mal nouée, une cravate moche ou des chaussettes fantaisie, là où tu ne mettrais jamais de la chaussette fantaisie. C'est un défaut intentionnel. Et c'est ce qui faisait, je pense, le charme de ces photos à l'époque. C'est ça, il y avait... perd un petit peu aujourd'hui. Il y avait un petit truc et c'est vrai que maintenant on le retravaille, quoi. Maintenant c'est tout un art de réussir à faire de l'ancien avec du nouveau et c'est vrai dans tous les domaines d'ailleurs. Mais moi j'ai un côté très dans toute ma vie j'ai un côté très vintage, rétro. Enfin mes périodes préférées sont toujours autour des années 50 ou début du siècle et donc tout ce qui me rappelle, mais c'est en lien aussi avec ce côté souvenir, quoi. J'aime tout ce qui a une âme qui est lié à une histoire et lié à un passé. Donc du coup, le charme de l'argentique a toujours de l'effet. Et pas en pratique. Du coup, est-ce que tu as déjà développé un film toi-même ? Ouais, j'ai fait un petit peu de club photo quand j'étais à la fac, parce qu'on avait un club photo, donc c'était l'occasion. Et pour être tout à fait honnête, le plus de temps que j'ai passé en chambre noire à développer des films, c'était pour développer des western blots au labo. Donc c'est pas des western blots. Alors il va falloir m'expliquer ce que c'est. C'est une technique pour identifier des protéines
Voilà, c'est vraiment une technique scientifique de base. Et en fait, les marqueurs sont des marqueurs luminescents qui impriment les films photographiques. Donc, tu développes tes films photographiques dans des bains à l'ancienne, classique. Donc, ça t'a servi, mais pas pour faire de la vraie photo. Exactement. Enfin, c'était de la vraie photo, c'est juste que ça ne s'expose pas du tout. Qu'est-ce qui te plaît dans ta spécialité photographique ? Tellement de choses. Là, on est parti pour 3 heures. Il y a eu plusieurs étapes. À la toute base, je pense que le mariage m'a toujours fait rêver. Je suis mariée, j'ai toujours eu envie de me marier. T'es une fille. Je suis une fille, mais en plus une fille élevée au conte de fées, à Disney, à l'ultra-romantisme, qui a toujours rêvé à son prince charmant, qui a épousé mon premier amour. Donc autant dire que je suis déjà dans la case des irrécupérables de ce côté-là. Donc le mariage m'a attirée pour ça, mais sans être allée chercher plus loin la signification. Et je ne sais pas pourquoi j'ai ça depuis toujours. Parce que vraiment, c'est mes pensées les plus anciennes de vraiment toute petite enfant. Mais du coup, depuis la pratique et puis surtout toute la réflexion que j'ai eue autour, je me suis rendu compte que en fait, ce qui me plaisait principalement, c'était les connexions humaines, c'était toutes les histoires qu'il y avait, qui se jouaient ce jour-là. En fait, ça rapproche des gens et puis tout est amplifié, donc tout est encore plus reconnaissable. Et moi, j'ai passé une grande partie de ma vie très, très timide, à pas oser prendre la parole, à pas oser aller vers les autres. Même quand les autres venaient vers moi, je restais muette. J'étais incapable de répondre à une question qu'on me posait, même de quelqu'un que je connaissais bien, tellement j'étais terrorisée par les autres. C'est pour ça que tu tenais l'appareil photo, finalement ? Mais complètement. La photo m'a aidée à créer un lien sans avoir à parler. Mon premier lien, ça a été par le rire, parce qu'heureusement, j'avais toujours une copine qui était un peu mon pilier, qui me prenait sous le bras et qui m'emmenait partout et qui parlait à ma place, en fait. Et moi, tout ce que je faisais, c'est que je riais. Donc, en fait, j'étais pas dérangeante. Donc, les gens m'acceptaient quand même dans leur communauté. Et du coup, j'étais hyper frustrée parce que j'ai toujours eu des choses à dire. Hein. J'ai toujours été bavarde, sauf que je pouvais pas être bavarde, j'y arrivais pas. J'avais trop peur de parler. Donc, du coup, j'observais énormément. J'observais tous les gestes, toutes les connexions, toutes les expressions et je suis devenue ultra sensible. Alors de base, j'étais hyper sensible et hyper empathe depuis toute petite, mais alors en plus, je l'ai hyper développée parce que j'avais tellement de temps à ça que ça a été mon occupation favorite. Du coup, ça me sert énormément dans la photo et aujourd'hui, j'ai une excuse pour pouvoir observer ça. Et dans le mariage, c'est juste un théâtre d'émotions, de connexions. Enfin, c'est riche du matin au soir et il y en a plein. Et il n'y a pas que les plus attendus. Donc maintenant, ce qui m'amuse le plus, c'est de débusquer les moins évidentes. Parce que l'amour du mari et de la femme, c'est évident. C'est pour ça qu'ils se marient. Mais après, il y a tout ce qui se joue autour. C'est évident. Je pense qu'on s'est tous retrouvés dans des mariages. Oui, alors moi, j'ai eu de la chance, non. Franchement, je crois que dans toute ma carrière, il n'y a qu'un mariage où j'ai douté de l'amour du couple. Et j'ai de la chance, je touche du bois. J'ai encore eu aucun retour de couples qui se sont séparés dans les mariages que j'ai faits. C'est ma hantise. Le jour où j'apprends ça, je déprime. Là, on a fait un livre, du coup, avec Marine Poron et Annie Gozard. On a sorti un livre sur la photo de mariage. Et il a fallu recontacter tous les couples pour leur demander des autorisations précises. Et l'envoi du mail à des couples dont j'avais plus de nouvelles depuis 3-4 ans, mais c'était ma terreur. J'avais la peur, panique du retour de « Ah mais on s'est séparés et je voulais pas ça ». J'ai de la chance, j'ai dû contacter peut-être une vingtaine de couples et sur les 20, tout le monde était encore ensemble. Ça va, l'amour est éternel alors. Voilà. Mais vraiment, du coup, au-delà de ça, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui se passe autour. C'est ce qui se passe dans les relations de famille. Et puis, là aussi, alors, j'ai écouté l'épisode là, qui est sorti avec Ronan et je me retrouve à 200% dans ce qu'il dit. Ça ne m'étonne pas parce qu'on partage la même philosophie. Mais on a envie de voir ce en quoi on croit et ce dont on a besoin. Donc moi, c'est pas exactement une carence affective parce que j'ai toujours été aimée et j'ai aucun doute là-dessus. Mais par contre, dans une famille pas démonstrative, qui se parlait pas. Et moi, le truc qui me met le plus en joie, c'est d'écouter les déclarations d'amour, d'amitié, voir les surprises que font les copains. Enfin, tout ce qui est démonstration, moi, je fonds en larmes. Je fonds en larmes quand il y a des démonstrations d'amitié dans une pub, donc si tu veux. Donc derrière la caméra, t'es en larmes la moitié de la journée. Ouais, c'est à peu près ça. Ça aide pas à voir. Ouais, mais c'est pas grave, j'ai un 6e sens qui est très efficace. Donc. Est-ce que tu penses du coup que le fait que le mariage se soit un concentré d'émotions, c'est ce qui fait que ça le rend intéressant à photographier ? Ah ouais, clairement. Clairement, mais pas... Enfin, tu vois, par exemple, ça me fait penser qu'il y a des photographes qui différencient les mariages où il se passe plein de choses et les mariages où il se passe rien.
Honnêtement, moi, ça m'est jamais arrivé des mariages où il se passe rien. Ça m'est arrivé d'avoir des mariages plus guindés, où on montre pas ses émotions, où les gens sont plus froids, sont plus pas froids, réservés en fait, tu vois, plus dans des mondanités ou des choses comme ça. Et ben c'est plus subtil, mais les émotions elles sont quand même là. Et justement, je trouve ça à la limite assez passionnant d'aller. On devient un peu des enquêteurs à réussir à essayer de débusquer ça et réussir à montrer ça. Et c'est encore plus challengeant dans ces conditions-là, parce qu'en effet, si tu regardes juste l'apparence, bah, ça va te sembler mort et froid et rigide. Alors qu'en fait, tu peux réussir à montrer des photos qui vont extrêmement toucher, qui vont montrer des émotions très fortes que juste les gens ne laissent pas apparaître à l'extérieur. Il faut être un petit peu plus subtil et un peu plus patient et puis chercher. Et moi, j'aime bien ce travail d'enquête. Ce que tu me dis, ça me rappelle un mari un jour qui m'avait dit « Moi, je suis un mur, jamais tu auras une photo de moi avec des émotions et des choses comme ça. » Je crois que j'ai jamais scruté quelqu'un comme ça. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des gens qui, en rendez-vous, me disent... Parce que du coup, forcément, les gens, ils sont attirés par ce qu'ils voient sur mes images. Moi, je montre beaucoup de photos d'émotion, je montre énormément de photos avec les invités, de connexions, d'embrassades, enfin, tu vois, des trucs très démonstratifs parce que c'est ce qui me parle le plus. Moi, c'est ce qui m'a manqué, en effet, pendant une grande partie de ma vie et que maintenant, je suis boulimique de ça, quoi. Donc, je montre ça. Donc, forcément, ça attire des gens qui ont cette sensibilité-là aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils la vivent. C'est-à-dire, des fois... c'est aussi eux ce qu'ils aimeraient, dont ils sont frustrés, et puis ils aimeraient bien voir ça, et puis ils arrivent en rendez-vous, ils disent mais en fait nous tu vas voir, par contre on n'est pas du tout démonstratif, on n'est pas du tout expressif, on n'est pas du tout moi je pleure pas, moi je peux, puis je les rassure à chaque fois, je leur dis vous inquiétez pas, et systématiquement à la fin du mariage, une fois qu'ils ont leurs photos, ils sont ah mais c'est où, j'avais pas du tout vu ça, et puis ma mère, je l'ai vue émue sur les photos, alors elle n'a pas fondu en larmes si jamais c'était une personne, mais les mariés sont capables de voir l'émotion qu'ils ne voient pas au quotidien chez leurs proches. C'est important. Et c'est vraiment ça qui me... C'est ça la belle photo de mariage. On va y revenir après sur ce qui fait une belle photo de mariage. Est-ce que tu as des photographes ou des livres ou des photos préférés ? Alors ça, c'est toujours le préféré, c'est toujours la question difficile parce que j'en ai pas un, j'en ai 1 milliard. Donc j'ai un côté boulimique. Si tu en fais ressortir un ou deux. Alors moi, ma première inspiration initiale, ça a évolué avec le temps, mais initialement vraiment c'était les photographes humanistes des années 50. C'était vraiment la base de ma culture photographique. Donc Willy Ronis, Douaneau, Isis. J'ai eu des photographes dont vraiment je suis tombée amoureuse sur une expo parce que comme ça, vraiment ce rapport à l'humain et à montrer les petites choses de la vie quotidienne, tout ça, ça me passionne. Après, j'ai pas un livre en particulier parce que ma bibliothèque, si tu veux, j'ai 1 milliard de livres de photos parce que depuis petite, je m'y intéresse. Je suis d'une famille très littéraire, donc les livres, c'est un cadeau classique d'anniversaire et de Noël. Donc, je ne sais même plus ce que j'ai moi-même. Donc là, par exemple, en rouvrant des cartons parce que j'ai pas fini d'emménager, je suis retombée sur des livres que même moi, je savais pas que j'avais parce que je les avais oubliés avec le temps. Que tu redécouvres avec plaisir. Que je redécouvre. Et dans les livres, justement, comme j'avais écouté ton podcast, j'avais réfléchi un peu ça. Il n'y a pas que les livres de photos qui mettent en avant les photos. J'aime beaucoup lire les photographes, en fait. Parce que je te disais au début, la partie intellectuelle et réflexion autour de la photo m'intéresse énormément. Donc j'ai pas mal de livres qui sont en fait des écrits. Même certains, là j'ai lu il n'y a pas très longtemps, je crois que ça s'appelle je sais plus comment ça s'appelle, Petite philosophie pratique de la photographie ou un truc comme ça, je te remettrai si tu veux le titre. C'est que du blabla entre un photographe et une journaliste, mais j'adore lire ça et ça nourrit vachement la réflexion autour de notre pratique. La philosophie qui est derrière les images. De ce que tu me dis, j'ai l'impression que tu as plutôt une culture de grand classique de la photographie finalement. Ouais, je suis très grand classique, en effet. Alors après, mon gros problème dans tout, que ce soit la photo, la musique, les films, c'est que je regarde énormément de choses, je m'inspire vraiment à droite et à gauche. J'ai plein d'univers différents qui me passionnent, mais je regarde rarement les noms, et 2, je les oublie complètement. Je suis très très mauvaise. Si tu me dis quel est ton artiste du moment préféré dans n'importe quel domaine, je dirais... Si tu me dis pas le nom, je saurais pas que c'est celui-là. Tu vois l'image qui est devant tes yeux, mais pas du tout la personne qui l'a réalisée. Exactement, donc c'est toujours un peu compliqué. Et par exemple, dans les livres, j'ai énormément
d'encyclopédie ou de la photo contemporaine des années 80 au 2000, la photo américaine faite par les femmes photographes de telle date à telle date. En fait, ça, j'en ai des dizaines des bouquins comme ça. Et du coup, je m'inspire sans forcément faire le lien avec un artiste en particulier. C'est marrant parce que moi, c'est des livres que j'aime pas du tout. Les rétrospectives générales où tu as un mélange d'artistes, comment te dire, c'est pas que ça me parle pas, c'est que j'ai besoin d'avoir un thème dans un livre. Mais justement, généralement, il y a un thème. Pas un thème dans ce sens-là. J'ai besoin d'avoir un œil constant. Ouais. Je sais pas si. Oui, non, mais si, je vois bien, parce qu'en effet, il y en a certains où du coup, tu passes d'un style à l'autre qui n'a rien à voir. Et en effet, je les pour le coup, ceux-là, généralement, je les feuillette et c'est plus de l'inspiration, tu vois, comme ça, sans réfléchir. En fait, vraiment, je mets... ça, c'est une image que j'utilise souvent en conférence. Je mets mon cerveau en jachère, c'est-à-dire que je déconnecte. Je ne sais pas... Enfin, je suis pas du tout dans le contrôle de ma pensée et je laisse voguer mes idées comme ça en fonction de ce que je vois. Et ça fait vachement travailler son intuition. Et en fait, comme ça, des fois, je m'arrête sur quelqu'un. Et puis du coup, cette photo ou ce quelqu'un ou quelque chose que j'ai lu va me faire m'arrêter. Et là, pendant un temps, je vais aller fouiller. Et là, consciemment, je vais faire un travail autour de cette personne ou de cette image. Mais du coup, souvent, c'est pas moi qui oriente cette recherche-là. Donc, vraiment, ça va dans tous les sens. En fait, si je devais mettre un mot là-dessus, tu vois, je dirais que j'aime pas les compilations. Et c'était pareil en musique, d'ailleurs. J'aime pas les CD de compilation. J'aimais bien un artiste avec une vision globale du début à la fin. Ah ouais, je comprends. Mais en fait, j'aime bien les deux. Après, j'ai beaucoup de... Enfin, les livres que j'ai le plus regardés, moi, j'ai pas cité dans les grandes inspirations que j'ai. Je pense qu'on a à peu près, entre moi et mon grand-père, tous les livres de Sebastião Salgado. Voilà, il y a quelques grands artistes. Je pense que j'ai tout Douaneau, tout Willy Ronis, c'est tout. Enfin, voilà, il y a quelques personnes comme ça où je vais aimer voir vraiment toute la démarche autour. Et j'adore regarder un artiste dans son ensemble, mais je vais dans ce cas-là, je vais tout regarder, quoi. Je vais pas regarder un livre, je vais regarder sa vie. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont déjà morts aussi, donc je vais regarder toute ça. Tu peux regarder toute sa vie. Ouais, c'est ça. Maintenant qu'on connaît la fin. Ouais. En termes un poil plus technique de la photographie, est-ce que tu es plutôt zoom ou plutôt focale fixe ? Focale fixe. J'ai commencé avec les zooms et je me perdais. Je photographie très très vite. Ça aussi, c'est l'habitude d'avoir commencé à photographier dans un milieu où en fait on m'attendait pas quand je photographiais. Quand je suis en voyage, je suis avec mon mari qui est pas du tout patient. J'ai dû apprendre à faire des photos en une demi-seconde si je voulais continuer à faire beaucoup de photos. Donc du coup, je photographie souvent trop vite. Là, j'essaye d'apprendre à ralentir un petit peu, à souffler. Et du coup, le zoom, quand tu photographies vite, t'es souvent entre deux en fait. T'es pas posé. Donc j'ai commencé en essayant d'asseoir, on va dire, ma photo, à passer en focale fixe. Et en fait, ça me va bien parce que en fait, moi, je fais avec ce que j'ai dans les mains. Je n'ai pas du tout une réflexion en termes de focale, de distance. Voilà, si je veux aller choper un moment, je vais aller choper quel que soit l'appareil que j'ai dans les mains. Tu vas y aller. Tu vas t'adapter à ce que tu as dans la main. Tu dirais que tu n'as pas de focale de prédilection ? Si, parce que du coup, je suis très flemmard, donc j'ai un 24 et un 50. La plupart du temps, je travaille avec ce combo-là parce qu'il est fixé comme ça le matin et que je pense jamais à changer. Le 24, je l'ai choisi parce que quand j'ai commencé, j'étais au 24-70. Du coup, je me suis dit que le 24 était celui qui me laissait le plus grand range. Donc, je suis restée au 24. Le 50, c'était ma focale fixe de base depuis le début avec laquelle je suis assez à l'aise. Elles sont assez complémentaires. Ouais, et j'ai aussi un 85 et c'est vrai que des fois je me sens même un peu courte avec le 85, notamment dans certaines cérémonies où les mariés sont très très loin de leurs invités. Alors là, c'est la galère parce que voilà, pendant un moment je me baladais avec mon sang et puis j'ai eu la flemme, j'ai fini par arrêter de l'emmener. Donc généralement j'ai 24, 50, 85 et je varie sur ça. Du coup tu t'épanouis dans les limitations ? Ouais, on peut dire ça. Après je sais pas si... Enfin, je pense que je sais pas si c'est la limitation qui m'épanouit ou si c'est... Enfin, c'est une habitude et j'ai tendance à pas trop changer mes habitudes parce que finalement, je préfère me concentrer sur autre chose. En fait, c'est pas le plus important pour moi. Donc, du coup, je passe plus de temps à réfléchir, à développer d'autres aspects que cet aspect-là en particulier. Et par exemple, ça fait très longtemps que je me dis qu'il faut que je teste le 35 et qu'il faut que je passe... Enfin, il y a plusieurs personnes, en montrant mon travail, plusieurs
plusieurs personnes qui m'ont fait la remarque que je serais sûrement plus à l'aise au 35. Et c'est vrai que j'ai tendance à recadrer pas mal de photos. Mais comme j'avais pas de 35 à disposition, en fait, j'ai jamais fait l'effort T'as jamais testé. de changer. Ouais. C'est surprenant et c'est dangereux. Moi, j'ai fait cette transition il n'y a pas longtemps, du 24-50 au 35-85, suite à une formation justement. Et je préfère le 35-85, je m'en rends compte après des années. Mais par contre, c'est extrêmement surprenant au premier abord. C'est-à-dire que tu dois retrouver tous tes réflexes. C'est ça le truc. C'est pour ça que... Tes marques. En fait, tu n'as plus aucune marque. J'imagine bien. Et c'est vrai que moi, je fais peut-être pas 80%, mais si je fais quand même si je dois en être pas très loin, en mariage, j'utilise à peut-être 70% mon 24. Donc du coup, je suis quand même très très habituée à cette vision-là. Et en fait, en soi, elle me convient. Et puis quand je vois des photos des autres, c'est souvent les photos 24 qui m'attirent quand même. Donc j'ai quand même un goût particulier pour le 24. Mais tu te demandes si, comme tu n'as jamais essayé le 35, est-ce que finalement ça ne te conviendrait pas mieux? C'est un vaste débat. Faut essayer. C'est ça. Il n'y a pas 36 solutions. Plutôt lumière naturelle ou plutôt flash? Alors, pour moi, ça ne s'oppose pas. 90% du temps, c'est lumière naturelle. En fait, moi, j'ai une source... Dans le processus d'inspiration, processus de création, il y a vraiment deux caractères différents. Il y a ceux qui vont s'inspirer plus de ce qu'ils voient et qui vont utiliser ce qu'ils voient pour le modeler. Et il y a ceux qui ont une idée interne qu'ils vont devoir exprimer. Moi, clairement, et généralement, on a un peu des deux, tout le monde, mais chez moi, la partie inspiration de l'extérieur, elle est nettement plus développée que la partie spontanément en moi. Et je sais qu'il y a des gens, c'est l'inverse. Et pour utiliser le flash, c'est vrai que si c'est en mode vraiment flash créatif, typiquement en lumière du jour, comme ça, de se dire comment utiliser le flash pour créer une ambiance différente, ça demande trop de projection interne, en fait, tu vois, de ressources internes que moi, surtout sur un mariage, je n'ai pas du tout. Donc, et puis, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Pour être 100% honnête, je trouve que c'est de la perte de temps quand on a de la lumière naturelle à disposition, de devoir s'ajouter une contrainte technique avec le flash. Donc, la majorité du temps, je suis en lumière naturelle et je m'adapte aux conditions qu'il y a. Et par contre, en soirée ou quand j'ai pas de lumière, c'est flash obligatoire parce qu'il faut sortir quelque chose et que le flash permet d'avoir le rendu dynamique et précis que je veux avoir. Donc, j'ai appris à me servir du flash et je m'épanouis beaucoup à créer j'adore les photos de soirée. Moi, le moment que je préfère en mariage, c'est la soirée. Donc du coup, je m'éclate avec les flashs en soirée. Flash sur l'appareil, flash déporté? Flash déporté, mais en mode flemmarde. Donc à la main? Je vais dire 15 fois que je suis flemmarde et à la fin, les gens ils vont se dire vraiment que je suis... On n'y croit pas. Je ne peux pas porter un flash à la main parce que j'ai un Canon Mark III, un 5D Mark III en boîtier, et j'ai des petites mains et des petits bras. Et surtout des petites mains. Donc l'appareil dans une main, en fait, la forme du boîtier n'est pas adaptée à la forme de ma main. C'est-à-dire que je suis tout le temps en crispation sur le boîtier. Donc qu'à une main, ça ne dure vraiment pas longtemps et je ne peux pas finir la soirée. Donc du coup, j'ai besoin de l'autre main pour soutenir l'appareil et du coup, je n'ai pas de troisième main pour pouvoir tenir mon flash. Donc j'ai toujours un flash. On va tenter la greffe. Ouais, c'est ça, il faut que je tente la greffe. Donc du coup, mon combo, c'est que j'ai toujours un flash sur le boîtier qui me sert de flash master et que je vais pouvoir éteindre ou pas en fonction des besoins. Et généralement, je mets 2 flashs sur pied et généralement, très vite, je les oublie. Je teste quelques positionnements et puis une fois que j'ai trouvé celui qui me plaisait le plus, j'ai tendance à les oublier et à foncer ensuite avec ce que j'ai. Ça ne prend pas du temps sur une soirée de mettre ça en place? Ah non, sur une soirée, on a largement le temps. Déjà, généralement, il y a la partie du dîner où en fait il y a des temps morts où du coup je m'occupe de faire mes tests. Il y a toujours quelqu'un qui traîne ou un fumeur ou un machin ou un mec qui est toujours là, genre chevalier servant, ouais. qui va pouvoir me servir de témoin, enfin de modèle plutôt. De test. Et puis une fois que c'est globalement réglé pour l'ambiance lumineuse faite par le DJ, c'est assez rapide en fait. Ça prend vraiment pas longtemps. Ce qui me prend le plus de temps, c'est de les descendre si je dois changer la batterie, mais ça n'arrive pas. Pas trop souvent. Non, pas trop souvent. Les flashs modernes sont bien pour ça. Du coup, sur ton site, tu parles des deux. Tu es plutôt moment réel ou plutôt moment posé? J'allais dire 100% moment réel. Parce que même les moments posés, c'est du posé sur le vif. Je dis à mes mariés, comme ça les fait rire, parce que ça veut rien dire. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que Alors,
pendant la partie reportage à proprement parlant, qui correspond le jour du mariage pour moi à 90% du temps, j'interviens pas du tout. C'est vraiment du 100% moment réel. Je suis en interaction avec les mariés pour le côté humain, l'accompagnement humain, mais la partie photo, ils vivent leur vie et c'est mon premier message, le premier truc que je leur dis en rendez-vous, c'est surtout vous vivez votre mariage, que c'est ça qui est important, vous vous occupez pas de moi. Donc ils ont comme seule consigne de ne pas regarder l'appareil photo sauf si je leur demande et de vivre leur vie et c'est moi qui suis là et qui vais vers eux quand j'ai des besoins. Et en réalité, du coup, pendant le reportage, ça n'arrive jamais, sauf pour les accompagner dans le mariage, mais pas en rapport avec la photo. Et pendant les séances plus dirigées, donc pour moi, c'est plus dirigé que posé, c'est les séances couple et les photos de groupe. Les photos de couple, mon but, c'est de les mettre dans leur cocon, leur petite bulle, qu'ils puissent interagir tous les deux. Donc, en fait, je leur dis exactement la même chose. Et après, c'est à moi de m'adapter, de tourner au couture. Voilà. Je peux éventuellement, si vraiment il y a une photo qui me parle, un truc vachement graphique ou un truc où ils vont vraiment devoir pas bouger, leur dire stop et leur expliquer la photo. Mais c'est vraiment anecdotique dans ma pratique. Et puis, les photos de groupe, je prends mon rôle d'adjudant-chef pour que ça dure très, très peu de temps. Et puis, ça va. Ça arrange tout le monde en général. Est-ce que tu retouches beaucoup tes photos ? Alors, pour moi, il y a déjà une grosse différence entre la retouche et le post-traitement. Donc, j'applique un traitement à toutes mes images, ça c'est clair. Déjà, je fais beaucoup de noir et blanc, donc je les passe en noir et blanc pour celles qui sont en noir et blanc. Et j'ai un traitement des couleurs qui me prend beaucoup la tête parce que je suis rarement très satisfaite de mes couleurs. Enfin, je suis vraiment ultra perfectionniste pour ça, donc en termes de micro-réglages, de contraste et de couleurs, je peux être assez relou. Donc, je vais te présenter Julien Apruzès, vous allez bien vous entendre. J'ai écouté son podcast, j'ai beaucoup rigolé. Parce que déjà le côté scientifique, il y a plein de choses où je me suis dit, c'est les esprits un peu trop comme ça. Bon, bref. Je me soigne, j'essaye de me soigner. De mon perfectionnisme un peu exagéré. Mais donc, il y a un vrai traitement. Mais pour moi, ce n'est pas de la retouche parce que la plupart du temps, il n'y a pas de modification majeure de l'image. Et il y a quelques images qui sont un peu plus traitées, un peu plus retouchées. Alors, j'aime pas le mot retouche parce que, par exemple, il n'y a aucune modification des caractéristiques majeures de l'image. Je dis retouche, pas dans le sens péjoratif magazine. Ouais, je sais. Mais c'est toujours la subtilité des mots qu'on emploie. Donc, c'est pour ça que je fais le distinguo. J'ai jamais de retouches dures ou de retouches qui vont vraiment changer complètement les caractéristiques des personnes ou de la situation. Par contre, sur certaines images, je peux avoir un traitement plus poussé pour renforcer la perception artistique, créative que j'en ai eue. Et c'est vrai que c'est au sein d'un reportage, ça va être une ou deux photos ponctuelles qui vont apporter quelque chose en plus et du coup, je vais pouvoir me permettre d'aller encore plus loin. Un petit peu plus loin, mais ça reste toujours relativement naturel quand même. C'est pour mettre non, en parce avant que les qualités le rendu est pas forcément naturel. Il y a des photos qui sont pas... En fait, pour moi, le débat n'a pas lieu d'être parce que souvent, le débat des photographes, c'est est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est pas réel ? Mais à partir du moment, et c'est pour ça que je te disais, j'aime bien tous les livres de réflexion parce que moi, c'est typiquement le genre de choses auxquelles je réfléchis beaucoup. À partir du moment où tu fais un choix de composition, de cadrage, de mettre des choses dans le champ, de mettre des choses hors champ, de choisir d'avoir une distance de netteté raccourcie ou prolongée, donc de mettre plusieurs plans ou pas, t'as tout tu déformes déjà la réalité en quelque sorte. Tu l'interprètes. Et en gestion de la lumière et de l'exposition, tu interprètes énormément parce que ton œil voit jamais ce que voit l'appareil photo. Donc déjà, ceux qui font de la très forte sous-exposition ou de la très forte surexposition, ils sont pas plus dans le tort ou dans le juste que quelqu'un qui font de l'exposition normale, puisque l'exposition normale, elle n'existe pas, c'est pas notre œil. Donc pourquoi on s'empêcherait de le faire aussi à l'étape de traitement. L'étape de traitement, c'est une étape supplémentaire de créativité qui permet d'aboutir à un processus qu'on a eu depuis le début. Donc des fois, j'ai des images où je vois, moi j'aime bien les lumières très dures et très, très contrastées. Donc c'est vraiment des blancs-noirs qui vont pouvoir mettre en avant l'œil sur un sujet en particulier. Si j'ai besoin de nettoyer l'image pour que vraiment ça soit... plus impactant, plus minimaliste, plus fort sur le sujet que j'ai voulu mettre en avant, moi, je vais pas me limiter. Donc ça fait partie de ton interprétation de la photo, de la prise de vue à la retouche, à l'amélioration. À l'amélioration. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment
c'est de la sublimation, quoi. C'est le côté, on est parti de la matière brute et dans tout le processus, on est arrivé jusqu'au diamant, quoi. Il ne faut pas arrêter de polir. Il y a un copain qui me disait ça, il y a ceux qui vont s'arrêter si on fait une analogie avec la fabrication d'un meuble, il y a ceux qui vont s'arrêter à la construction de base, il y a ceux qui vont amener un polissage précis et il y a ceux qui vont poncer pendant 10 couches pour avoir le grain le plus fin. Moi, je suis du genre à poncer un peu trop longtemps. Ouais. Si on parle hors photo, c'est quoi tes sources d'inspiration ? Je dirais qu'elles sont partout. Je pense que... alors, d'origine... Beaucoup l'image animée, le cinéma, les séries, tout ce qui était autour du visuel, parce que quand j'étais petite, plus jeune, j'ai passé beaucoup de temps à regarder des films et des séries. J'ai plus le temps, donc ça fait un peu longtemps que c'est plus le cas, mais j'ai une grosse culture du coup cinématographique. On parlait des époques, j'ai une grosse culture aussi en termes de déco, d'ambiance, J'adore ce qui marque les époques. Donc la mode, dans le sens large, c'est pas forcément la mode vestimentaire, mais ce qui d'identifier une période rapidement. Représentatif d'une période. Donc j'adore le design, j'adore la décoration intérieure, j'adore tout ça. Et tout ça, ça nourrit forcément mon œil. Par exemple, la décoration intérieure, tout ce qui est recherche de texture ou de couleur. Je pense qu'en termes de couleur, c'est plus là-dedans que je vais chercher mes inspirations que... Donc tout ce que je vois au quotidien, et ma première source, je pense que c'est les gens. C'est vraiment... observer les gens au quotidien, les attitudes, les expressions, les regards, essayer de comprendre ce qui se passe derrière les regards. Et ça, je peux passer des heures à me balader dans la rue ou assise. Mon moment favori, c'est quand je suis toute seule assise à une terrasse de café et qu'il y a plein de monde. Regarder les gens. Les gens les plus créatifs que je connais font ça. Flânent dans la rue ou se posent à la terrasse de café et observent ce qui se passe autour d'eux. Moi, j'ai passé beaucoup de temps... pour me ressourcer, il y a les gens qui vont... Pour les gens contre le stress ou contre les problèmes de la vie, pour se ressourcer, ils vont se balader en forêt. Non, moi, je vais dans l'endroit le plus touristique de Paris, m'asseoir à une terrasse de café, quoi. J'ai besoin du monde autour de moi. T'as l'énergie qui te ressource. Complètement. Du coup, tu fais quoi de ton temps libre, ça ? Ouais, sauf que j'ai plus de temps libre depuis des années. Ça n'existe plus. Ouais, je crois que la dernière fois, j'ai riais parce que Facebook m'a rappelé ce souvenir-là. La dernière fois que je me suis pris un petit déj toute seule comme ça au soleil à une terrasse de café, je pense que ça fait pas loin de 2 ans maintenant. Donc c'est de dire à quel point je le fais pas. L'année dernière, j'ai eu une année très compliquée, personnellement, professionnellement moins parce qu'il y a eu de très belles choses, mais enfin bon, ça a été une année très compliquée. Et j'ai même plus pris le temps de faire ça avec mon mari et mon fils. Donc mes week-ends, je les passais même plus. Avant, c'était nos balades dominicales au bord de la Seine. On habite au bord de la Seine. Enfin, voilà, les balades parisiennes, flâner dans Paris. Moi, je suis une touriste à Paris. J'ai toujours vécu à Paris, mais je suis une touriste à Paris et j'adore ça. Malheureusement, j'ai plus le temps. Tout comme le cinéma, avant on y allait minimum 1 fois par semaine avant d'avoir un enfant. Puis après on a eu un enfant, on a arrêté d'aller au cinéma. Il a quel âge ton fils ? Il a 6 ans et demi. 6 ans et demi, vous n'allez toujours pas au cinéma ? On y va, franchement, on y va 2 fois par an, ce qui est un tout petit rythme. Je pensais justement qu'à un moment ça se calmait, mais manifestement pas. Si, on est en train de reprendre un peu nos marques à ce propos, mais l'année dernière a été vraiment compliquée, donc du coup... Maintenant vous retrouvez à une vie à peu près normale. Ouais, là on va pouvoir reprendre le temps, et puis comme le coronavirus va nous aider à ralentir. Non mais j'allais dire c'est le moment d'en faire un deuxième, comme ça tu reprends. Non. Pas tout. Là pour le moment on reprend nos marques, on reprend du temps pour nous. Puis voilà. Si on parle philosophie par rapport à la photo, ouais. Qu'est-ce qui te fait prendre une photo ? Qu'est-ce qui te fait déclencher l'appareil ? Alors, il y a 2 niveaux de réponse pour moi. Il y a ce qui me fait déclencher, c'est ce que je ressens. Donc il y a vraiment une question d'intuition. Pour pouvoir être suffisamment réactif, surtout quand on fait de la photo documentaire, on n'a pas le temps de penser à ce qu'on va prendre en photo. Donc c'est vraiment faire travailler la part inconsciente de son cerveau et de ses réflexes. Donc ça va vraiment être un ressenti qui va me faire déclencher. Mais je ne déclenche pas qu'une fois. C'est-à-dire que pour réussir à optimiser la capture du moment, la capture de l'émotion, la capture du ressenti que j'ai eu, je vais multiplier les prises et je vais toujours être prête pour ça. Donc il y a une préparation, une anticipation pour être conditionnée à écouter mon instinct et à être vraiment réactive. Et après, il y a multiplier les prises pour pouvoir avoir la bonne prise. Est-ce qu'entre ces prises, tu bouges légèrement et subtilement ou pas ? Ouais.
Ouais. Ouais. J'ai Enfin, vu ça faire dépend. beaucoup par des copains, justement. Je trouve ça très intelligent. Ça dépend complètement de ce que je prends en photo. Si je suis plutôt au 50 ou au 85 et que je suis plutôt en train de prendre une scène rapprochée entre deux personnes et que je suis focalisée sur les expressions et les émotions, je vais avoir choisi mon cadre et je vais pas bouger et je vais pouvoir faire des séries peut-être d'une dizaine de photos comme ça à la suite où je vais juste attendre la bonne expression et la bonne connexion entre les deux. Et par contre, quand je vais travailler des scènes plus complexes, j'adore, et ça c'est surtout mon obsession depuis un an, peut-être un peu plus, c'est les scènes qui racontent plusieurs histoires, en plusieurs plans notamment, avec vraiment beaucoup de gens. En fait, plus il y a de gens dans l'image et plus moi je suis excitée comme photographe en me disant est-ce que tous ils racontent quelque chose, est-ce que tous ils sont connectés les uns aux autres. Tu dis ça, je revois une de tes images en noir et blanc qui doit être un Fearless Award Ouais. de mémoire. Il y a Et toute une celle-là, famille qui rigole dans tous les sens. En fait, il y a deux filles à droite qui sont en train de danser, de rigoler. Et il se y a une passe scène dans tellement le de choses fond. dans cette image. Et Ah mais j'adore, ouais, j'en fais plein. Après le problème c'est que c'est pas forcément les images qui se remarquent le plus parce que c'est très compliqué d'avoir une photo vraiment impactante visuellement. moi, c'est de cette photo-là que je te connais. C'est-à-dire Ouais. quand j'ai vu ton nom plus tard, je savais qui tu étais parce que j'avais cette photo-là en tête. Donc celle-là, elle m'a marqué. Bah, celle-là elle est marrante parce que c'est deux filles, tout le monde me dit c'est des jumelles, alors pas du tout, c'est deux amies, c'est même pas deux sœurs. Et en fait il y en avait une des deux qui était bien allumée, un petit peu arrosée on va dire, et qui vraiment dansait très très libérée avec tout le monde. Et du coup, moi, j'adore la danse. C'est pour ça que j'aime particulièrement les soirées de mariage. Surtout les gens qui... Et puis les gens qui s'expriment, les gens qui n'ont pas de limite. Donc du coup, ce type de personnalité, je suis fascinée et j'ai tendance à les suivre. Donc je l'ai beaucoup photographiée pendant toute la soirée et je la voyais évoluer. Et en général, il y avait toute une chorégraphie qui se mettait en route. Et au moment où elle a commencé à danser avec cette fille, je remarquais qu'elle se synchronisait petit à petit, mais vraiment d'une manière, c'était impressionnant. Et du coup, je les ai suivies comme ça jusqu'à avoir cette photo où elles sont. On a l'impression que c'est un dédoublement de la même personne, quoi. Ouais, non, mais c'est assez fou. Et du coup, cette photo, en fait, c'est le fruit de la patience. Ouais. Tu l'as suivie Alors pendant... après, elle est travaillée parce que typiquement, elle est nettoyée sur les photos comme ça en soirée où je photographie flash plein de faces sur les gens. Mon idée, c'est vraiment d'avoir un truc très 2D, un rendu très 2D où je vais focaliser sur les expressions, on va voir que les expressions et les attitudes. Donc typiquement en dansant des mains, des bras. Alors je fais des gestes, mais forcément... Ça se voit moins. Elle fait des gestes, je confirme. Je vais arrêter de faire des gestes en étant enregistrée à la radio. Donc ça me fascine. Et du coup, c'est vraiment un rendu blanc sur fond noir. Et ce fond noir est très critiqué aujourd'hui parce qu'il y a il y a eu une surenchère auprès des photographes et notamment dans les concours. Mais moi, c'est un rendu qui me plaît depuis très longtemps et qui a un côté très minimaliste et très 2D, un peu BD, j'ai envie de dire. Il n'est pas mauvais en soi, c'est juste qu'il y a des personnes, un, qui en abusent, deux, qui le font mal. Et qu'ils ne le font pas forcément de manière à bon escient. Enfin, il faut que ça aille avec la photo. Moi, clairement, la photo de base, elle est pareille. Si j'ai enlevé un petit bout de chemise qui a créé un petit triangle blanc ou une lumière, un truc, c'est juste pour pas distraire de l'intérêt de la photo. Ça ne change pas fondamentalement le sens de la photo. Donc il y a du travail aussi en post-prod. Mais clairement, sinon, c'est de la patience. Et sur une soirée dansante, généralement, je choisis un couple ou un groupe de danseurs et je reste focalisée sur eux le temps d'une chanson minimum. Parce que généralement, au bout d'une chanson, ça évolue un petit peu. La patience, je vais juste glisser ça rapidement parce qu'on a fait une sortie photo avec Ronan, justement, donc, qui était dans l'épisode 6, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Et je fais souvent ça avec tous les photographes que je croise parce que j'aime bien voir les gens faire des photos, puis j'aime bien faire des photos tout court. Et j'ai noté à quel point il est patient. Ouais. Mais à un point... Alors moi, dans mon trio, j'ai ma maîtresse de patience, c'est Annie Gozard. Moi, j'aurais jamais sa patience, c'est pas possible. Il y en a, c'est incroyable. Enfin, Ronan, j'étais sidéré de voir comme il est capable de rester immobile pendant un moment. C'est la force tranquille, le calme. C'est incroyable. Alors que moi, j'ai dû l'apprendre parce que moi, je suis plutôt du genre à pas vraiment avoir du mal à rester en place. J'ai le côté timide aussi, ça que j'ai dû travailler parce que quand tu restes immobile, il y a un moment où tu focalises sur ce que les gens te regardent et sont en train de se demander ce que tu es en train de faire comme photo, etc. Et ça, pendant un temps, ça me perturbait. Donc ça, j'ai dû travailler pour ne plus y faire attention. Du coup, j'ai réussi à passer ça. Mais quand moi, j'estime
que je suis très posée et très calme et que j'ai pris vraiment mon temps, j'ai passé maximum 3 minutes ou 5 minutes sur la photo. Ça ne m'est jamais arrivé de faire plus. Et j'ai comme ça des exemples dans nos formations, comme on donne des formations toutes les 3. J'ai beaucoup rigolé parce que la première fois où j'ai cherché comme ça des exemples où je savais que j'avais pris mon temps, dans ma tête, j'avais pris au moins un quart d'heure pour avoir la photo vraiment que je voulais. Et quand tu regardes, quand tu regardes les temps des photos, tu fais « Ah d'accord, ça fait même pas 5 minutes en fait. » C'est 1 minute 30 en fait. donc voilà, la perception du temps est différente chez chacun. C'est la théorie de la relativité. Exactement. 5 minutes avec une jolie fille, ça a l'air de durer 1 minute. Et 5 minutes au travail, ça a l'air de durer 1 heure. C'est exactement ça. Du coup, on a déjà abordé très rapidement le sujet, mais il y a énormément de noir et blanc dans tes images, ce qui, moi, m'avait fait faire un parallèle justement avec les livres que tu as cités. Donc finalement, la boucle est bouclée. C'est logique. Mais oui, qu'est-ce que ça t'amène, du coup, tout ce noir et blanc? Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, à la base, je pense que réellement, c'est en effet ma culture qui m'a fait voir en noir et blanc. Les belles images que j'aimais, pendant très longtemps, je regardais les photos, c'était que du noir et blanc. J'avais du mal à apprécier les photos en couleur. Peut-être justement parce que les photos en couleur, il y avait quelque chose de trop réaliste. On n'a pas parlé des inspirations, mais j'ai été très inspirée aussi par la peinture. Il y avait quelque chose dans la photo noir et blanc et dans la photo argentique, justement, avec le grain, etc. Dans tout ce qui était photo ancienne, il y a un rendu qui fait que ça fait pas réel d'aujourd'hui, quoi. Et c'était ce grain-là qui me plaisait. C'est le côté un peu daté. Voilà, c'est le côté un peu pas daté dans le sens mais je sais pas, ça a apporté quelque chose de plus. Ça a apporté le supplément d'âme. Moi, j'appelle ça le supplément d'âme, qui en gros me rappelle le fait qu'il y a une histoire derrière, il y a un vécu, enfin tu vois, il y a un passé. Et cette notion de passé, moi, avait besoin d'apparaître. Donc j'étais beaucoup en noir et blanc. Et puis en soi, le noir et blanc, du coup, je savais beaucoup mieux le travailler parce que moi, j'étais inspirée en noir et blanc. Donc du coup, je savais voir les contrastes en noir et blanc. Je savais voir... j'avais du mal à composer une image en couleur parce que je ne m'y étais jamais intéressée. Donc au début, c'est vraiment ce que je savais le mieux faire. Je trouve que ça se prête à toutes les photos où il y a besoin de renforcer... la simplicité de l'image ou l'émotion de l'image, parce que la couleur, il ne faut pas oublier que c'est une donnée supplémentaire que le cerveau doit analyser. Si on enlève la couleur, le cerveau n'a plus qu'à se concentrer sur la lumière, les contrastes et le sujet. La couleur, c'est une donnée en plus, donc on ne lui facilite pas la tâche. Donc si jamais elle n'est pas maîtrisée, on diminue l'impact de la photo. Donc du coup, je fais vraiment très attention à ça. Mais petit à petit, je me mets à la couleur parce que j'ai quand même un côté... disons que par ma personnalité, j'attire des mariés qui des fois comprennent pas forcément que ce soit que du noir et blanc parce qu'on a une vision un peu, le noir et blanc c'est peut-être plus triste ou plus... il manque le côté gai du mariage dans le noir et blanc. Aussi, c'est pas triste, c'est mélancolique. Ouais, voilà, il y a une certaine mélancolie et des fois les mariés me disent ah oui mais moi j'aime la couleur parce que un mariage c'est gai et pour eux le dynamisme, la chaleur, la gaieté doit passer par la couleur. Et c'est vrai, la couleur apporte ce sentiment-là plus chaleureux et plus joyeux que le noir et blanc. Et du coup j'ai commencé à travailler la couleur et à partir du moment où j'ai moi commencé à travailler la couleur et les compositions surtout en couleur, ça me fascine. Et bizarrement cet été j'ai eu que des mariés qui voulaient du noir et blanc. Et moi, j'avais envie d'aller vers la couleur. On a rarement envie de la même chose que... C'est assez incroyable. Non, et puis j'ai eu de la chance d'avoir des mariages où il y avait des belles couleurs. J'ai que du soleil, donc du coup, j'ai travaillé ma couleur. Moi, j'aime bien les mariages dans la nature. Alors, bizarrement, je me définis comme un photographe très parisien. Mais j'adore quand il y a de la verdure autour des mariés. Ah, c'est marrant parce que moi, c'est exactement l'inverse. Et c'est, je pense, aussi pour ça que j'ai si peu travaillé la couleur au début, où j'avais plutôt tendance à fuir la couleur. Parce que comme tous les mariages se passent dans des lieux avec de la pelouse, avec du vert, j'aime pas le vert. Je suis pas dans la tendance moody, mais je comprends tout à fait cette tendance-là quand c'est vouloir enlever le vert, parce que moi, j'aime pas le vert sur les photos. J'aime les couleurs primaires. C'est bleu, rouge beaucoup, bleu, rouge, jaune. C'est vraiment le trio de couleurs simples et harmonieuses. Tu dirais que tu es assez minimaliste de ce point de vue-là ? Ouais, finalement, ouais. Alors, j'ai des côtés parfois comme ça de graphisme simple. J'aime le graphisme simple. Par contre, comme je suis plutôt boulimique comme fille, je me dirais pas moi minimaliste. Surtout que dans les images, je vais plutôt aimer quand ça vit et quand c'est un peu le bordel et quand il y en a partout. Donc j'ai les deux. T'es un mélange. C'est ma contradiction. Ça, c'est un truc que je me dis souvent.
je suis entre les deux. Des fois, j'ai un peu du mal à me décider entre... Il y a certaines photos où je vais travailler plutôt l'ultra-minimalisme et le côté très épuré, très graphique, très, très carré. Mais en même temps, je suis hyper attirée par les photos bordéliques où il y en a un peu partout et où il y a énormément de gens, énormément de vie. Mais est-ce que ces photos-là ne bénéficient pas justement de ta capacité à rendre quelque chose de minimaliste? Parce que finalement, quand il y a beaucoup, beaucoup de choses dans une photo, tu as intérêt à être très, très précise sur ce que tu photographies et ce que tu laisses dans cette image. Oui, c'est vrai, complètement. Complètement, d'autant plus que plus une photo est complexe en termes de nombre de personnes, nombre de plans, nombre d'histoires, en effet, moins il faut d'éléments perturbateurs si on veut que la photo puisse être lisible et perçue comme telle. Finalement, c'est peut-être ça qui fait la force de tes photos, entre guillemets, bordéliques. C'est que tu es capable d'en ressortir tout ce qui ne sert à rien. Oui, j'ai du progrès encore à faire là-dedans, c'est la partie où je suis. C'est la beauté de ce métier, c'est qu'on a toujours des progrès à faire. Il faut juste en être conscient. Quand on croit qu'on a réussi et qu'on maîtrise tout, en général, c'est là qu'on prend le plus gros gadin de sa vie. C'est un écueil dont je suis très, 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 très préservée. Dans le mariage, tu considères que c'est quoi ton rôle? Alors, il y a 2 rôles principaux. Le premier évident, c'est d'être garant de leurs souvenirs, d'être là pour raconter leur histoire et leur raconter un moment qui a du sens et faire en sorte que ça vienne enrichir, participer à la création de leur patrimoine photographique. On n'est pas les seuls à le créer puisqu'ils ont tout leur quotidien qu'ils vont avoir, mais du coup, le mariage, c'est un événement fondateur dans une famille, quelle que soit l'importance pour les mariés, quel que soit l'intérêt religieux ou autre, c'est quand même un élément, une journée qui va être particulière. Donc c'est faire en sorte d'être le garant des souvenirs de cette journée-là, de cette histoire-là. Mais à côté de ça, je pense qu'on a un rôle encore plus grand que ça dans le mariage en particulier, qui est d'accompagner les mariés dans leur expérience de cette journée-là. On a nous-mêmes une expérience qui est largement plus importante des mariages qu'on peut mettre à leur disposition. On peut vraiment les aider à passer une bonne journée, à vivre les choses, à optimiser le fait qu'ils vivent ça le plus sereinement possible et le plus... qu'ils en retirent du coup la meilleure expérience, qu'ils en soient le plus heureux possible. Et derrière, c'est tout bénef parce que nous, du coup, on aura des plus beaux souvenirs à leur fournir. Et puis en plus de ça, il y a un double... Donc moi, je leur dis souvent, j'ai besoin d'être leur ami sur le mariage. J'ai besoin d'être très proche d'eux. J'ai besoin d'être... plus je suis proche d'eux et plus je disparais. Donc en fait, ils vont m'oublier parce que je vais être intégrée au mariage et je vais tellement bien connaître toutes les coulisses que pour les autres invités, je suis forcément, et à tous les mariages, je crois que c'est jamais arrivé qu'il n'y ait pas au moins une personne qui me demande si j'étais la cousine de la mariée ou une ancienne meilleure amie d'enfance. Parce que j'ai l'air tellement proche des mariés et de connaître tellement les coulisses que tout le monde se dit que je suis forcément quelqu'un de très proche, mais que comme ils ne m'ont jamais vu, je dois être quelqu'un qui avait été oublié dans un coin ou qui vivait à l'étranger. Voilà. Donc systématiquement, c'est l'impression des invités. Et ça aide énormément parce que du coup, les invités ne te considèrent plus comme une photographe, malgré le harnais, les 2 boîtiers, parce que maintenant, tout le monde a beaucoup de matériel. Donc au final, ils se disent que je suis là pour faire les photos, certes, je suis la photographe du mariage, certes, mais finalement, je suis une amie de la famille. Donc ils peuvent être beaucoup plus naturels et relax avec moi. Donc ça aide énormément. Et après, en plus, dans le souvenir, les mariés, je pense qu'ils m'oublient, parce que ça arrivait extrêmement souvent, qu'ils me disent « Ah, j'ai vécu ce moment-là, je sais pas, avec mon papa, c'était hyper fort, c'est dommage que t'étais pas là. » Et ils me le disent pas du tout comme un reproche, mais c'est juste, ils se disent que je peux pas être là partout. Et ils me disent « Ah, ce souvenir-là, ça restera dans ma tête. » Puis quand ils reçoivent les photos, ils font « Mais comment t'as fait ? Parce que t'étais pas là avec nous. » Je fais « Si, j'étais sur ton épaule, mais juste tu m'as pas capté. » Et en fait, du coup, c'est-à-dire que le moment qu'ils ont vécu, le souvenir qu'ils en ont, je suis pas là. Et c'est important que je sois pas là dans leurs souvenirs parce que moi, je fais pas partie de leur famille. Donc, du coup, ils ont un vrai souvenir comme ça. Mais d'un autre côté, s'ils pensent à moi en particulier, ils ont le souvenir que j'ai été hyper proche d'eux, que je les ai accompagnés, que je les ai aidés, que je les ai soutenus. Donc, il y a un vrai souvenir amical qui se crée. Donc, ça enrichit encore plus leurs souvenirs. Donc, il y a vraiment les 2. C'est un truc... alors, c'est que les photographes filles, je crois, qui arrivent à vivre ça exactement comme ça. Ah non, moi, je connais des photographes garçons qui je les ai pas encore rencontrés alors. Parce que moi, ma photographe de mariage, c'était une fille, elle s'appelle Peggy. Et j'ai ce souvenir justement de gentillesse et d'avoir été un peu dans un espèce de petit cocon grâce à elle. Je me rappelle en fait d'une image. On arrive dans la salle, rien n'est prêt, comme d'habitude. Hein, et ma femme se met à pleurer et elle la prend dans ses bras, elle la console. Et je me rappelle de ce moment-là particulièrement. Et après, effectivement, je ne l'ai pratiquement pas vu de la soirée. J'ai vu toutes les photos...
Elle était partout, mais moi, je ne m'en rappelle pas. Alors moi, limite, le défaut de ça, c'est que quand les mariés me font des témoignages, ils me parlent généralement plus de l'accompagnement que j'ai eu que de mes photos. Alors des fois, c'est un côté un peu frustrant parce que immédiatement, ils reçoivent les photos et ils te disent « Ah, c'est génial, merci beaucoup, c'était super ». Ils te parlent de tes photos et ils te disent à quel point qu'ils ont aimé. Mais s'il y a un peu à distance, je leur demande un témoignage pour mettre sur un. Ce qui va les marquer le plus, c'est l'accompagnement. Donc j'ai plus de témoignages qui vont parler de l'accompagnement que j'ai eu que du résultat. Le résultat, ils le disent, mais du coup, j'ai souvent l'impression qu'ils ont plus retenu ça. Et c'est vrai que pour moi, c'est important d'être leur aide-mémoire. En fait, moi, le jour de mon mariage, c'était tellement important pour moi que j'ai aucun mal à mettre... c'est limite peut-être que je projette trop l'importance que ça peut avoir pour les mariés. Donc du coup, je me dis... je serais dévastée moi-même. En fait, je le vis par procuration leur mariage. Mais tous les mariages, je le vis par procuration. C'est comme si j'étais moi la mariée, c'est comme si c'était ma famille, c'est comme si... Du coup, j'ai même pas besoin de me forcer à les prendre, à donner le meilleur de moi-même ou à aller chercher les images qui seront utiles pour eux. En fait, je le fais pour moi parce que je suis à leur place à ce moment-là. Mais vraiment, tu sais ce qui te plairait, tu fais ce qui te plairait, tu les traites comme tu aimerais qu'on te traite. Exactement. Et du coup, pour moi, c'est tellement important que je serais réellement dévastée, ça serait vraiment difficile et je suis trop empathique pour ça, de voir des problèmes que j'aurais pu moi anticiper si jamais j'y avais fait attention. Donc il y a des trucs, je travaille beaucoup en amont avec les mariés pour leur demander tout ce qu'ils veulent sur le mariage. J'ai un questionnaire, j'échange avec eux directement dessus, à la fois sur l'organisation du jour J pour vérifier que tous les rouages vont fonctionner et qu'il ne risque pas d'y avoir un bug, et pour comprendre tout ce qu'ils vont vouloir avoir comme souvenir derrière. Et l'exemple que je donne à chaque fois, c'est que 90% de mes mariés me disent qu'elles veulent faire un lancer de bouquet, que c'est un moment qu'elles imaginent avec leur copine, qui a du sens pour elles et tout, super. 90%, si c'est pas moi qui leur dis « ça serait peut-être bien qu'on fasse le lancer de bouquet », elles l'oublient. Parce que typiquement, aucune mariée n'a pris un bouquet dans une main toute une journée et c'est avant le mariage rendu compte que ça servait à rien et que c'était juste hyper chiant. Et que du coup, une fois que tu es là avec ton bouquet, tu te sens comme une cruche en te disant « mais qu'est-ce que j'en fais ?» Donc le premier truc que tu fais, c'est que tu t'en débarrasses. Tu le poses quelque part ou tu le donnes à quelqu'un. Et après, tu n'y penses plus. Donc voilà, je suis leur mémoire à envie et leur sauvegarde pour que tout se passe bien. Ouais. Du coup, pour toi, c'est quoi une photo réussie ? La question à $3000. Exactement. La réponse n'est pas la même d'une personne à l'autre. Ouais, j'imagine bien. Pour moi, une photo réussie, c'est une photo qui atteint son but, pour voir très très large. Et c'est quoi le but d'une photo ? Alors déjà, nous, on est photographes artisans. On fait des photos pour nos clients. Donc la première chose, c'est que c'est des photos qui doivent pouvoir toucher nos clients, qui doivent pouvoir répondre à leurs attentes à eux. Mais il faut que ça puisse nous toucher aussi, donc il faut qu'il y ait les deux. Donc une photo réussie pour moi, c'est une photo qui va me faire ressentir quelque chose de manière totalement intuitive et ressentie. C'est-à-dire que de base, je vais savoir si une photo c'est réussi ou pas, et du coup, c'est difficile de mettre des mots dessus parce que voilà. Mais à côté de ça, je vais quand même avoir développé tout un langage et toute une réflexion argumentée, on va dire, autour des qualités que la photo doit avoir pour moi, en fait, pour vérifier que ça satisfait le minimum de ce que j'attends. Notamment en termes de compo, d'expo, de moments, d'expression, de savoir ce que ça raconte. Je vais analyser tous ces paramètres-là pour savoir si ça correspond bien. Parce que ça, ce qui est important, ça me permet d'avoir du détachement quand même par rapport à ce que je ressens. Parce que le problème, c'est que moi, le moment, je l'ai vécu. À partir du moment où je l'ai vécu, mon émotion du moment, elle biaise mon ressenti devant l'image. Donc j'ai besoin de cette partie consciente et réfléchie pour m'auto-vérifier sur est-ce que j'ai du recul sur cette image-là ou pas. Donc tu rajoutes des critères objectifs pour contrebalancer l'émotion d'avoir été présente au moment où tu as fait la photo. Exactement. Et ça me permet de travailler la perception de l'image, la perception que vont en avoir les autres. Et c'est quelque chose que beaucoup de photographes oublient. C'est qu'une image, c'est pas qu'une conception, c'est pas qu'un message que nous on crée. C'est surtout, avant tout, la perception que les autres en ont. Et comme l'image, elle a une destination, elle est destinée à quelqu'un en particulier, il faut que la perception que la personne en a soit cohérente avec ce qu'on a voulu rendre. Et au-delà de ça, si on veut en plus faire des images impactantes, fortes et qui restent avec le temps,
Il faut non seulement que ça parle à la personne à qui elles sont destinées, mais aussi au plus grand nombre. Parce que les mariés, ils vont aussi avoir le biais d'avoir vécu le moment et d'avoir l'émotion. Donc eux, ils seront toujours un peu favorisés aussi. Donc ce biais-là, il sera positif dans leur perception. Et ça ne sera pas le cas des autres. Donc si en plus on arrive à avoir une photo impactante pour les autres et qui soit perçue dans cette émotion qu'on veut transmettre ou dans ce message qu'on veut transmettre, et ben là, on a une photo réussie, je pense. Par extension, c'est quoi un album de mariage réussi? Parce que c'est pas la même chose. Bah non, c'est pas la même chose. Et un album de mariage réussi, c'est quand on a réussi à raconter l'histoire dans son ensemble. C'est quand on a réussi à emmener le spectateur, que ce soit les mariés ou pas les mariés. Parce que pareil, un album de mariage, il n'est pas destiné qu'aux mariés, il est destiné aux mariés, à leurs familles, aux proches qui ont vécu le mariage, mais aussi à tous ceux qui n'ont pas pu vivre le mariage. Ça arrive dans tous les mariages qu'il y ait des gens qui soient déçus de ne pas pouvoir être au mariage. Donc ces photos-là, elles vont avoir beaucoup d'importance. Et puis à tous ceux qui vont venir après. Donc on parle souvent des enfants, des petits-enfants, etc. Même des mariés qui ne veulent pas d'enfants. Il y a quelqu'un dans la famille pour qui, à un moment ou à un autre dans le futur, l'histoire de ce couple-là, elle aura une importance. Et moi, je pense toujours à ça. Je pense que réellement, l'histoire qu'on raconte de qui que ce soit, elle peut avoir un impact sur la vie de qui que ce soit derrière. Et du coup, c'est cette transmission-là, d'un moment T à un moment dans le futur, qui m'importe le plus. Et l'album, il va devoir raconter cette histoire. Et s'il a atteint son but, c'est parce qu'il est bien construit, parce qu'on a su sélectionner les images les plus parlantes qui vont le mieux raconter cette histoire. Et donc, il y a vraiment une notion d'enchaînement entre les images, de rythme, de la narration. Pour moi, est quelque chose sur lequel auquel je fais énormément attention, et même dans la galerie complète. C'est-à-dire que là, tu parles de l'album de mariage, livre, Je parle pense. de l'album au sens large, donc ça peut être Voilà. la galerie, ça peut être le livre, ça dépend de la manière dont tu le remets à tes clients. Je fais les deux, Il y a et grand même débat sur est-ce qu'il faut imprimer, est-ce qu'il ne faut pas imprimer, mais je fais les deux parce qu'il y a j'ai un vrai attachement au livre en lui-même, et puis ça permet de faire le best-of, le condensé. Mais même sur la galerie, moi, je passe énormément de temps à reclasser les images. Des micro-déplacements, par exemple, quand je shoot, moi je suis toute seule, je travaille toujours toute seule. Donc quand il y a une situation qui peut se raconter avec plusieurs points de vue, forcément je vais faire d'abord un point de vue et ensuite l'autre point de vue. Je ne peux pas faire des ping-pong. Et quand je vais rendre les images, si je garde plusieurs images pour raconter une même scène, une même histoire, parce qu'elles sont cohérentes ensemble et qu'elles montrent des points de vue différents, je vais penser à dans quel sens je vais pouvoir les articuler pour qu'on soit réellement emmené et pour qu'on ait un rythme le plus naturel et le plus fort possible. pour faire monter un petit peu Ouais. l'émotion. Exactement comme un monteur monte son film. Pour moi, on doit monter nos reportages. C'est certainement un des aspects les plus négligés de ce métier. Complètement. Et ça, on le voit énormément. Nous, du coup, notre formation, on s'est beaucoup axé là-dessus, sur l'art du storytelling et de la narration, parce qu'on s'est aperçu que c'était quelque chose qui manquait très largement dans la photo de mariage. Et à chaque fois, on est surprise à quel point nos participants sont passionnés par ça, et on a l'impression qu'on leur a ouvert les yeux d'un coup sur un monde sur lequel ils n'avaient jamais été curieux. C'est ce qu'on disait au tout début. En fait, toi, tu as commencé par le storytelling et tu es venu à la technique. Ouais. Mais la plupart des gens viennent de la technique et arrivent au storytelling. Et finalement, le storytelling, il arrive très très tard dans la formation de la plupart des photographes. C'est ça qui est assez fou. Du coup, est-ce que les photos que tes mariés partagent sont les mêmes que les tiennes ? Alors, j'ai des mariés qui ne sont pas du tout réseaux sociaux, donc je ne sais pas ce qu'ils partagent. T'as jamais vu quelles sont leurs photos préférées ? T'as jamais eu ce retour ? C'est très rare sur les réseaux. Par contre, si je vois les photos qu'ils préfèrent sur ma galerie, j'essaye au maximum de les inciter à marquer leurs favoris. Et si je les ai pas, pour les mariages qui me tiennent le plus à cœur, c'est-à-dire ceux, soit moi je me suis sentie le plus à l'aise avec les mariés, donc je peux me permettre de leur poser d'avoir une discussion un peu plus approfondie, soit parce que c'était vraiment mon mariage coup de cœur et que j'ai envie d'aller plus loin dans ce mariage-là, je leur demande directement. Généralement, il y a deux choses. Il y a les photos que moi j'ai mis en avant, qui ressortent, c'est-à-dire les photos, quand je rends la galerie, il y a toujours un best-of en premier. Donc généralement, les mariés voient en premier ce best-of, et ça les influence dans le fait de choisir ces photos, qu'elles soient plus fortes pour eux, parce qu'ils découvrent... Toi, tu as décidé déjà qu'elles étaient plus fortes. Exactement. Donc typiquement, une scène, je sais pas, une mariée par exemple qui est hyper proche de sa grand-mère, je vais avoir des portraits avec sa grand-mère un peu posée, où ils vont me regarder, elles vont sourire. Et puis je vais avoir des photos où peut-être elles sont en train de s'embrasser, de se faire un câlin ou un geste tendre. Dans mon best-of, je mets jamais les photos posées, je mets les photos comme ça qui
qui vont être importants avec les personnes, je sais qui sont les plus importantes pour les mariés, parce que ça, je l'ai su, je leur ai demandé, je l'ai vu. Et du coup, je fais volontairement ce choix de les mettre, mais en mettant les photos qui représentent le mieux mon travail, c'est-à-dire celles qui montrent les connexions, etc. Et du coup, ça influence ce qu'ils vont chercher. Donc, la plupart du temps, il y a toujours des photos que j'ai mis comme ça en avant qui ressortent. Et à côté de ça, il y a une deuxième sélection que je me fais moi, pas du tout pour la diffuser, c'est juste un petit jeu avec moi-même. C'est-à-dire qu'en fonction de chacun de mes mariés, je me note les photos qui vont eux préférer, qui ne sont pas du tout les photos que moi je choisirais en tant que photographe. Mais que je sais qu'à travers leur sensibilité, par exemple, il y a des familles, je sais qu'ils vont venir me chercher pour mes photos de moments très naturels, mais qui restent dans un classicisme où je sais que les photos de famille très formelles vont vraiment plus leur parler. Et du coup, ça, je le sais à l'avance. Et généralement, honnêtement, je me trompe très rarement. À 80%, je sais les photos que les mariés me retournent comme étant leurs préférées. Ce qui est important. Ouais, parce qu'il prouve que j'ai bien compris qui étaient les mariés, en fait. En fait, je le fais pour ça. C'est qu'en fait, moi, c'est mon contrôle qualité. Ça me vient de ma vie de chercheur, typiquement. J'ai besoin de m'auto-vérifier moi-même constamment. Dans tout ce que je fais, je m'auto-vérifie minimum 3 fois. Et ça, c'est un peu le contrôle qualité. C'est est-ce que je peux être sûre, parce que les mariés disent toujours « Ah, merci, c'était génial ». Et là, moi, je suis « Non, mais moi, si je ne sais pas si c'était vraiment génial ou si tu me dis ça par politesse, c'est le drame. Je peux passer des mois à me prendre la tête pour savoir ». Donc, du coup, de mettre des systèmes comme ça en place, ça m'a permis de faire des contrôles qualité où, en fait, de manière détournée, je leur pose des questions qui me permettent de valider, de savoir s'ils sont vraiment satisfaits ou pas et qu'est-ce qu'ils ont aimé. Ouais. C'est important. La plupart des gens donnent les photos et disparaissent en serrant un peu les fesses pour pas avoir de retour négatif. Je l'ai fait beaucoup parce que justement, j'avais peur de demander. Et en fait, je le vivais très mal parce que j'avais pas de retour. Donc, Oui, puis tu sais jamais, et puis tu auras toujours ce doute, alors qu'il vaut mieux savoir franchement ce qu'ils en ont pensé. Ça fait peur au moment de demander, surtout les mariés qui ont 0 retour au début. Ouais. Il y a des fois où je suis... Est-ce que tu regardes ce que font les autres photographes de mariage? Est-ce que ça t'inspire ou est-ce qu'au contraire tu l'évacues complètement et tu essaies de ne pas être parasité par ça? Je regarde énormément. Je sais que beaucoup de photographes essayent de se détacher de ça pour justement pas se parasiter ou pas copier. Moi, je regarde énormément. Je pense que le fait que je regarde énormément et beaucoup de choses différentes fait que je ne peux pas être parasité, influencé particulièrement par un truc en particulier. Ce serait le cas si je me focalisais que sur un type de photo. Mais je regarde vraiment de tout, dans des styles très différents du mien. J'essaye juste au maximum de ne regarder que ce que je considère meilleur que moi, au maximum, de qualité très élevée pour pouvoir... progresser. Ouais, et puis pas accumuler des images moins bonnes. On absorbe, notre cerveau, il absorbe tout ce qu'il voit au quotidien. Et au quotidien, on voit beaucoup de merde. C'est-à-dire que dans la rue, tout ce qui est pub, il y a énormément d'images qui ne sont même pas de la photo, qui nous parasitent notre inconscient. Sur les réseaux sociaux, 90% des photos qui défilent, c'est pas de la photo bien composée, bien maîtrisée. Enfin, même dans les graphismes, c'est pas. Même sur Instagram, de gens qui se disent photographes, soyez en passant. Oui, même, mais au-delà de ça, il y a vraiment tellement de choses qu'au quotidien, on a un flux énorme d'images qui ne sont pas des images qui vont construire dans le bon sens notre inconscient visuel. Donc du coup, je m'oblige à en regarder énormément qui sont, d'après moi, des exemples positifs. Et c'est vrai pour de la photo, mais c'est vrai, en effet, je regarde l'art de manière générale, de la peinture. Si j'avais le temps de continuer à aller au musée comme j'allais avant, je le ferais beaucoup plus. J'arrive pas à trouver le temps. Mais voilà, il faut nourrir absolument son cerveau avec des belles choses pour contrer tout ce qui est moins bien fait. Et moi, je regarde beaucoup les images de mariage parce que déjà, le mariage, j'adore. Donc, d'ici que je m'en lasse, il va y avoir du temps. Ça me fait rêver et ça me permet d'avoir une analyse consciente. Donc, je passe beaucoup de temps à décortiquer les images, à critiquer, à analyser. Voilà, c'est un vrai travail intellectuel autour de l'image, que je te disais au début, qui nourrit énormément et qui, à mon avis, est absolument nécessaire pour compléter la pratique. Comment est-ce que tu regardes une image, du coup ?
Ça va dépendre du moment. Soit ça va être de l'inspiration, comme je te disais tout à l'heure, en mode cerveau en HR, et juste je vais regarder des images, par exemple m'abreuvoir d'un... Ça peut être un profil Instagram que je sais qui est toujours très propre, et voilà, je vais laisser défiler les images comme ça. Ça peut être les concours pour regarder Alors, comme ça. C'était pas dans ce sens-là ma question. C'était plus comment est-ce que tu vas décortiquer l'image. Ouais, Tu dis que tu la décortiques justement. Toujours pareil, j'en dis trop. J'allais y venir justement. Ça, c'est la partie où je réfléchis pas. Et puis, il y a la partie où je me pose. Et par exemple, là, c'est sur les concours que je le fais principalement. Donc, c'est vrai que c'est du coup de la photo de mariage parce que, en fait, je le fais sur les concours que pour une raison. C'est que sinon, je ne prendrais jamais le temps de le faire. Donc, comme les concours, je les travaille, ce temps d'analyse, en fait, je le prends pour les concours. Mais si j'avais le temps, je le prendrais pour autre chose. Là, il se trouve que du coup, ça me permet d'allier deux objectifs. Et du coup, je fais exactement comme ce que je fais sur mes photos, c'est-à-dire que je me pose des questions de savoir ce que je ressens, comment je vois la scène, est-ce que j'ai vu tout de suite l'intérêt ou est-ce que j'ai mis du temps à comprendre le sens de l'image, est-ce que je ressens quelque chose, est-ce que c'est bien composé, est-ce que c'est bien exposé, est-ce que je vois des défauts, est-ce que le traitement est adapté. Je me pose tout ce genre de questions continuellement. Et ça, du coup, je l'ai beaucoup travaillé, tellement travaillé que j'ai pu aider les autres à le travailler, que du coup, je fais pas mal d'accompagnement comme ça pour aider les autres à détecter un peu les améliorations qu'ils peuvent avoir dans leurs images, dans leurs pratiques. Ça m'a aidé du coup à enrichir mon inconscient de tout ça, ce qui fait que ça a eu un impact très positif sur ma pratique en elle-même, parce que clairement, je vois que mes images sont de plus en plus qualitatives à la prise de vue, sans réfléchir à le faire mieux à la prise de vue. C'est parce que j'ai cette analyse sur les photos réalisées que petit à petit, sur la pratique, ça rentre. Et puis du coup, je l'ai utilisé là dans le travail de juge, parce que là, je suis actuellement sur un jugement d'un concours européen, les Masters faits par les Allemands. J'ai pas vu celui-là. Master of photographie. Ouais, c'est ça. Et là, ça fait 5 concours que je juge là depuis 6 mois. Et en fait, j'adore ça parce que du coup, c'est ce truc de décortiquer l'image et de comprendre et de réussir. Tu dirais que d'avoir été juge, ça t'a apporté quelque chose dans ta pratique à toi ? Alors, dans la partie analyse, compréhension, non, parce que je le faisais déjà avant et que j'ai accès à tellement d'images que je n'ai pas forcément besoin d'avoir accès à ces images-là en particulier. Donc ça, je le travaille au quotidien. Par contre, ça m'a permis d'avoir une vision sur l'ensemble de la production internationale en photographie de mariage, sur des concours de plus ou moins haut niveau. Et quand tu es juge du concours Fearless et que tu vois la production, que tu vois des milliers et des milliers d'images de ce niveau-là, tu te dis « Ah ouais !» Voilà. C'est pour ça que je te dis que j'ai aucun mal à penser que moi, je ne serai jamais atteinte du syndrome de c'est bon, je sais tout faire, quoi, parce que la marge de progression, elle est gigantesque. C'est le danger de regarder trop le travail des autres, c'est que justement, on peut se sentir tout petit. Je reste persuadé que tous ceux qui disent c'est bon, j'ai plus rien à apprendre sont surtout ceux qui ne regardent pas le boulot des autres. Ouais. Parce qu'il y a tellement de choses différentes. C'est une question surtout de confiance en soi. Moi, je sais que j'ai la dualité d'avoir été extrêmement timide et j'ai très peur du regard des autres sur moi. J'ai toujours tendance à penser que les gens ne m'aiment pas et les gens sont critiques envers moi. Mais par contre, je sais ce que moi je vaux. C'est-à-dire que je sais que quand je veux quelque chose, j'ai toujours réussi à l'obtenir, que quand je travaille, je me vois progresser parce que justement, je mets en place des contrôles qualité qui me permettent de m'auto-évaluer. J'ai besoin de cette auto-évaluation pour me voir progresser. Et du coup, j'ai confiance dans ce que je fais. De toute façon, je fais rien tant que je suis pas sûre que je suis capable de le faire. Donc, voilà. Une fois que je suis lancée, je sais que j'en suis capable. Donc, du coup, je ne suis pas atteinte parce qu'il se fait de mieux que ce que je fais moi. Au contraire, ça me booste. J'ai envie d'y arriver. J'ai envie de faire aussi bien, aussi beau, aussi fort, aussi régulier, aussi cohérent. Au contraire, ça va vraiment être mon moteur. Donc, mais ça, c'est vraiment très, très différent d'une personnalité à l'autre. Et je suis la première à dire aux gens qui se font plutôt bouffer par ça, à qui ça va plutôt créer un cercle vicieux inverse, des frustrations et une négativité sur leur propre confiance en leur travail, de s'en éloigner. Et typiquement, il y a des gens il ne faut pas qu'ils participent au concours, ça serait négatif pour eux. Moi, j'ai été élevée dans la compétition, je pense que je suis immunisée contre ça. Si on parle de ta philosophie plutôt côté business, comment est-ce qu'on vend de la photo de mariage aujourd'hui ?
Eh ben, c'est compliqué, surtout que j'ai jamais été très douée sur cet aspect-là. Je pense que c'est clairement mon gros point faible, en étant très, très clair là-dessus. J'ai jamais vraiment trop communiqué. J'ai commencé, j'ai eu de la chance parce que mon réseau immédiat m'a fait travailler, que les premiers mariages m'ont apporté beaucoup de mariages. Donc pendant 2-3 saisons, honnêtement, j'ai rien fait, les mariés venaient tout seuls. Donc c'était hyper confort. Le problème, c'est que tu prends des mauvaises habitudes. Et puis le jour où tu as épuisé ce filon-là, Voilà. Et au bout d'un moment, forcément, dans un milieu, tu as fait le tour des copains, tu as fait le tour. Voilà. Et puis les mariés vieillissent comme toi. Donc il faut te recréer un réseau de bouche à oreille. Donc là, actuellement, c'est toujours le bouche à oreille qui me fait le plus travailler. Le bouche à oreille, les recommandations des collègues. C'est vrai que j'ai surtout ces dernières années, créé un réseau de collègues et d'amis vraiment sincères, donc qui m'aident dans ce sens-là. Et puis les concours. Moi, clairement, du coup, c'était la partie la plus simple de montrer mon travail. En fait, j'ai tellement de mal à me mettre moi en avant. C'est quelque chose qui est très, très compliqué pour moi. Toujours lié à cette timidité, à cette peur de ne pas valoir assez et de ne pas être légitime là où tu es. Que pendant longtemps, je ne montrais pas mes photos, ce qui est une aberration pour un photographe. Ouais. Et donc, je sais très bien à quel point c'est une aberration, je sais très bien à quel point ça m'a fait perdre du temps. Donc maintenant, je suis la première à alerter les photographes là-dessus. On a besoin de montrer notre travail, on a besoin d'avoir un retour d'un regard extérieur et de préférence d'un regard extérieur expérimenté. Ça n'a pas besoin d'être le photographe le meilleur du monde ou celui le plus primé. Juste avoir un regard extérieur de quelqu'un qui comprend notre métier et qui comprend et qui sait de quoi il parle. Qui sait de quoi il parle. Est-ce que tu dirais du coup que les awards en photographie, en tout cas dans la photographie de mariage, c'est un petit peu le fait de passer à The Voice ou à Top Chef pour un chanteur ou pour un cuisinier? C'est vrai que j'avais jamais pensé ça comme ça, mais oui, c'est un peu ça. C'est vrai que maintenant, si tu regardes la chanson, c'est vrai que maintenant, les chanteurs, pour avoir leur légitimité, ils passent par ça. T'as pas un orchestre de mariage où les mecs sont pas passés par The Voice, n'ont pas été au moins quart de finaliste, c'est le diplôme maintenant. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, moi, j'ai eu besoin de ça, c'est certain. Moi, dans le concours, il y a 3 aspects. Le premier, c'est clairement, au départ, j'ai eu besoin de m'obliger à me challenger et à valider. J'avais besoin d'une validation des pairs parce que j'ai toujours eu des diplômes. Je suis multidiplômée et d'un coup, j'avais pas de diplôme. C'était pas cohérent, quoi. Je pouvais pas pratiquer un métier sans être diplômée. Et du coup, j'ai eu besoin que des gens dont j'estimais le travail, donc typiquement dans les concours, si tu regardes le concours Fearless, typiquement, la qualité, j'étais capable de la voir toute seule. J'étais capable d'évaluer le niveau. Lui est quelqu'un que j'estime vraiment profondément. Je trouve que c'est un excellent pédagogue, un excellent photographe de ce point de vue-là, de compréhension de tout ça. Et du coup, la première fois que j'ai montré mes images, c'était au Fearless Conférence à Porto il y a 5 ans, du coup, maintenant. Et il y avait une petite session critique. Tu envoyais 2 images et tu avais tes images critiquées en direct devant 200 photographes, qui sont 200 photographes très bons. Et là, tu te sens tout petit. Et puis moi, c'était vraiment le truc de me dire, allez, il faut que je le fasse, sinon je ne montrerai jamais mes images. Et à cette époque-là, je n'avais pas encore de site internet. Je montrais quasiment pas mon travail. Et là, j'ai eu des retours hyper positifs sur mes 2 images, alors que la majorité des images qui sont passées se sont fait déglinguer. Donc là, je me suis dit, Léa, il faut peut-être que tu te dises qu'il faut arrêter de penser que tu n'as pas le niveau. Il y a un moment, voilà. Et du coup, j'ai commencé à participer au concours à ce moment-là. J'ai eu mes 2 premiers Fearless Awards à la suite de ça, quelques mois après. Donc tout ça, ça m'a permis d'être confiance dans ma légitimité. Et après, les concours, c'est vraiment... Moi, je le fais principalement parce que ça m'aide, moi, à me dépasser. Ça me pousse, moi, à travailler et surtout à prendre du temps où, en fait, je ne suis pas en train de travailler pour mes clients, je suis en train de travailler pour moi. Et si je n'avais pas ce cadre, tout simplement, c'est vraiment un truc de flemmarde, là, pour le coup. Si je n'avais pas ce cadre, je ne prendrais pas ce temps. Donc, finalement, je progresserais moins parce que je ne prendrais pas le temps de formation qui est dédié à moi. Donc, pour ma propre formation, il y a 2 choses que je fais. Il y a le temps que je prends régulièrement pour les concours et il y a les formations auxquelles je vais, les conférences auxquelles je vais. C'est vraiment les temps que je m'autorise. Sinon, dans mon quotidien, clairement, je ne le ferai jamais. Et c'est ça qui cadre ton activité. Voilà. Et le 3e aspect, c'est clairement la communication, parce qu'actuellement, c'est un de mes créneaux de communication principal, parce qu'une fois que tu es un peu classé, que tu es présent sur les différents concours, c'est sûr que ça rassure les clients, et puis surtout que ça te fait une voie d'entrée sur ton site, tout simplement. T'es mise en avant. Tu dirais que c'est un travail qui te prend beaucoup de temps ou pas, justement, ça, cette communication ? Pas assez.
passer, mais ça demande énormément de temps en fait. Et moi, c'est ça le problème, c'est que depuis 2 ans, comme j'étais consacrée sur un autre projet, non photo, j'ai absolument plus consacré de temps du tout à ma communication depuis plus de 2 ans. Et je le ressens complètement. Ça fait 2 ans que du coup, je book très peu de mariages. Et je l'accepte parce que mon but, c'était de développer autre chose à ce moment-là. Donc c'était conscient. Maintenant, il faut que je m'y remette. Et clairement, le truc, c'est qu'en 2 ans, les choses ont évolué. Et c'est encore plus difficile qu'il y a 2-3 ans. Parce que maintenant, les gens qui se lancent à l'heure actuelle ou depuis 1 ou 2 ans sont des hyper communicants, sont nés dans cette société ultra communicante que moi j'ai dû apprendre et qui déjà n'était pas évidente pour moi à la base. Donc, ils ont compris la recette peut-être aussi. Parce qu'il y a 2 ou 3 ans, quand tu gagnais un Fearless Award, tu gagnais un Fearless Award. Là, le nombre de postes que je vois passer où ça se gagne par 4. Ouais, alors là, je parlais même pas des concours, je parlais plus généralement de la communication au sens large, parce que je pense que les photographes qui tirent le plus leur épingle du jeu sont pas ceux qui sont sur les concours. Je pense que c'est ceux qui ont vraiment une communication Internet de base très régulière, qui sont très visibles sur Google, qui ont un réseau Instagram. Je pense qu'en termes de flux d'arrivée des prospects, c'est plus efficace quand même que les concours. Mais les concours, quand tu as zéro communication, c'est sûr, comme moi, quand tu es en basal, c'est sûr que c'est utile. Mais par exemple, des photographes qui avaient tout misé là-dessus, comme c'est William Lamblay qui en parle souvent, qui est quelqu'un aussi d'assez discret, assez humble et qui a du mal à se mettre aussi en avant et qui du coup n'était pas très présent sur Internet. Les concours, c'était 80% de son entrée des prospects pendant un temps. Et puis un jour, il a réalisé que si ça s'est arrêté, il n'avait plus d'entrée. Donc il a diversifié. Et c'est vrai qu'il y a une époque où c'était possible encore. Je pense qu'actuellement, c'est plus possible parce qu'en effet, il faut plusieurs canaux. De toute façon, c'est vrai dans tous les cas. Même les gens qui étaient sur Instagram, qui avaient 100% de leurs prospects sur Instagram parce qu'ils étaient les influenceurs, etc., eux-mêmes le disent à l'heure actuelle, ce canal-là est aussi en train de s'assécher. Donc je pense que s'il y a un truc vrai, c'est qu'il faut multiplier les canaux et jamais s'arrêter. Il faut toujours se renouveler. Il faut rester propriétaire aussi de son carnet d'adresses. Parce que sur Instagram ou sur YouTube ou sur Facebook, on peut te l'enlever du jour au lendemain et tu n'as rien à dire. Est-ce que aujourd'hui tu gagnes bien ta vie? Et si oui, tu as mis combien de temps avant que ça tourne réellement? Alors ça, c'est une question piège parce que du coup, tu as c'est une question piège parce que sans expliquer, ça peut avoir une vision qui est complètement biaisée pour le coup. Là, actuellement, je ne gagne pas ma vie en tant que photographe, mais c'était un choix que j'ai fait il y a 2 ans qui théoriquement était censé durer 1 an. Pendant 1 an, j'acceptais de vivre sur mes économies pour pouvoir développer ce projet de coworking dont je t'ai parlé au début, qui est inscrit dans un cadre familial très compliqué et avec des responsabilités familiales très importantes et une pression très importante. Donc, il y a un moment où j'ai pas eu le choix. Je me suis dit, soit je me lance et dans ce cas-là, il va falloir que j'accepte que mon activité photographique va en pâtir, soit je le fais pas. Donc j'ai accepté ça. Il se trouve que c'était censé durer qu'1 an, ça a duré 2 ans. Et là, en fait, déjà depuis cet hiver, j'étais censée remettre un coup de boost sur mon activité photographique. Et j'ai fait le choix de pas le faire parce que j'ai eu une année tellement difficile que moi, je suis passée vraiment pas loin. Je pense pas que j'étais en dépression, mais j'ai eu plusieurs semaines, moi, où j'ai été vraiment borderline. Et du coup, je me suis dit, tant pis, ça prendra un peu plus de temps, mais j'y vais plus cool début d'année. Donc là, je suis dans ma phase pour relancer. Mais clairement, du coup, depuis 2 ans, j'ai peu de contrats. Mais c'était un choix parce qu'il y en a plein que j'ai aussi refusé parce que c'était pas mon truc. Après, même en gagnant bien, en étant 100% photographe, donc avant cette période-là, je peux pas dire que je gagnais bien ma vie. Je pense qu'en photo, tout dépend du référentiel en fait. Moi, par rapport au milieu d'où je venais, je sais très bien que je gagnerais jamais autant que ce que je gagnais, ce que je pouvais gagner si j'avais continué dans ma voie pharmaceutique. C'est un choix que j'ai fait, il se trouve que ça m'allait. Donc jusqu'à ce que je prenne la décision là, du coworking, j'étais encore en micro-entreprise. Je commençais à plafonner, j'envisageais de passer en société. Je ne l'ai pas fait parce que du coup, il y a eu le coworking qui a pris le pas. Donc là, l'idée, c'est de relancer maintenant pour pouvoir passer en société. Passer en société directement. Fin 2020. C'est mon objectif. Si je te demande quel est le pire moment de ta carrière? Ça, c'est le truc difficile. C'est le truc difficile parce qu'en réalité, j'ai un caractère tellement positif qu'en fait, sur le moment, je peux te dire
quand je vis quelque chose de mal, je vais avoir aucun mal à te dire que je vis quelque chose de mal. Mais très rapidement après, une fois que c'est passé, j'en ai tiré des trucs positifs et je vais réussir à avoir rebondi dessus. Et ça, finalement, ça va devenir une anecdote que je vais même avoir plaisir à raconter. Voilà. Donc j'ai réfléchi un peu. J'en ai vu 2 qui sont très très différentes et c'est pas vraiment le moment le pire pour ma carrière, mais on va dire que ça a été les moments les plus douloureux en lien avec ma carrière. Le premier, c'était au tout début. C'est que quand je me suis lancée, ça faisait 2 ans que je m'étais mariée et que j'étais en lien avec mes photographes de mariage, que je considérais comme des amis, qui m'ont fait croire qu'ils voulaient m'aider pour me lancer. Et à partir du moment où j'étais lancée, ils ont commencé à faire du lobbying anti-moi, à me détruire sur les réseaux sans rien dire, à faire du bashing en MP, etc. Ça n'a pas duré très longtemps parce que je m'en suis vite rendu compte et que moi, si on m'attaque, je me défends. Mais disons que l'arrivée dans le monde de la photo de mariage a été un petit peu brutale et un petit peu négative. Tu n'as pas été bien accueillie. J'ai pas été bien accueillie et puis du coup j'en ai énormément souffert parce que moi je les considérais comme des amis, que c'était mes photographes de mariage et que du coup mes photos sont teintées de cette déception amicale. Donc voilà, donc c'est pas un souvenir très agréable et puis surtout ça m'a forcée à être très attentive et à bien comprendre le milieu avant d'oser m'y aventurer. Et le deuxième, donc ça est plus récent et ça a été vraiment... Mais au final, c'est pas... Enfin, si on regarde le contexte, ça peut sembler horrible et au final, je l'ai pas si mal vécu que ça. C'est que j'ai perdu mon grand-père en octobre et on était en train de... On montait notre deuxième formation avec Annie et Marine. Donc la formation 72 heures, le workshop, on a 2 niveaux. On a fait un niveau de perfectionnement pour les stagiaires qui nous demandaient de revenir et de vouloir aller plus loin. Et ce niveau-là, il a été très compliqué à mettre en place parce que même nous, au début, on n'y pensait pas. Donc on a dû aller creuser, savoir quoi créer comme... Donc c'était un format tout nouveau qu'on avait mis 6 mois à mettre au point. Et là, c'était notre première fois avec nos stagiaires. Et il se trouve que quand on fait nos formations, on les fait du coup au sein du coworking qui est dans un lieu qui a été construit par mon grand-père et qui est dans le même pâté de maison où vit ma mère et mon grand-père, et où vivait mon grand-père, et où nous, on dort. C'est-à-dire que systématiquement, là, ça fait 3 ans qu'on fait des formations, et Marine, Annie et moi, on dort systématiquement chez mon grand-père pendant qu'on fait nos formations. Et en fait, la formation a commencé, la première journée, c'est 4 jours. Le soir, on dort, voilà, tout va bien. Et le mardi matin, ma mère m'appelle pendant qu'on était en formation pour me dire ton grand-père est décédé. Et là, j'ai vécu le truc de mais on est en formation, j'ai les stagiaires, j'ai Annie et Marine à la maison. Il se passe quoi en fait? Tu dois monter sur scène, tu dois faire abstraction de tout ça. Voilà, c'est quoi le... Et alors, Marine et Annie ont été géniales et je savais très bien que je pouvais leur faire 100% confiance et les abandonner pour 3 jours et ne plus revenir à la formation. J'aurais été déçue pour les stagiaires. Les stagiaires nous connaissaient vu que c'était la 2e fois qu'ils venaient. Donc, je sais très bien que tous l'auraient tout à fait compris que je disparaisse. Mais en fait, moi, je pouvais pas parce que c'est tellement important pour nous les formations. Puis moi, c'est tellement un truc qui me tient à cœur et qui m'apporte tellement d'énergie positive que j'avais pas envie non plus de lâcher. Et en fait, pendant 3 jours, j'ai vogué entre partager avec ma sœur et ma mère les larmes et les 2 secondes après, les rires avec les stagiaires. Et du coup, dans un espèce d'ascenseur émotionnel, mais ultra violent. Mais je pense que finalement, ça m'a aidé à passer ça et... Voilà, c'est les aléas de la vie, les coïncidences de la vie qui sont assez incroyables. C'est que je vis régulièrement mes meilleurs moments au monde conjoints avec mes pires moments. Parce qu'on est dans des métiers où on vend notre temps et qu'on choisit malheureusement pas certaines échéances de la vie et que tu dois les vivre en parallèle avec autre chose peut-être qui est à l'opposé. Mais ça aide, moi je trouve que notre métier nous aide à vivre nos propres émotions. En fait, c'est vraiment une thérapie personnelle tellement forte qu'en fait, je ne m'en protège pas. Et au final, j'ai vécu... mon grand-père, c'était la personne la plus importante de ma vie. Et au final, je pense que ça a encore plus renforcé mon lien avec lui par rapport à mon métier parce que j'ai énormément de liens dans mon métier à ce que lui a fait. Et en fait, voilà, tout s'est mêlé. Et au final... C'était juste un moment hyper douloureux, mais en même temps hyper fort en émotion. Et voilà, voilà. Par opposition, si je te demande quel est le meilleur moment de ta carrière? Alors ça, c'est encore pire parce que j'ai des meilleurs moments, j'en ai tout le temps. Donc... Tu n'as que des meilleurs moments. Je n'ai que des meilleurs moments. Clairement, je parlais des formations. Et clairement, les formations, pouvoir se sentir utile et la fierté de voir que ce qu'on a préparé
été reçu et a été utile à quelqu'un, c'est quelque chose qui est exceptionnel. À chaque fois qu'on se pose avec Marine et Annie en fin de formation, qu'on lit les témoignages des participants et qu'on se dit mais encore une fois, limite on s'étonne nous-mêmes à chaque fois, on se dit il y a un moment où on va avoir une critique, où ils vont être mécontents ou quelque chose, et non, à chaque fois tout est parfait et ce qu'on y vit, c'est juste extraordinaire. Ce que je vis avec mes mariés, c'est extraordinaire, et j'ai des tonnes de mariages où j'ai vécu des émotions absolument incroyables. Je pense que le meilleur moment en mariage, ça je peux le dire, c'est les discours, quels qu'ils soient. C'est les démonstrations de quelqu'un à quelqu'un d'autre, de son amour, de son attachement. Ça, c'est le truc, ça me chavire le cœur à chaque fois. Donc toutes les cérémonies, tous les discours de parents, d'amis, c'est voilà. Et puis à côté de ça, il y a la fierté personnelle. Si on parle vraiment en termes de carrière, il y a tout ce qui marque les échelons de progression. Donc il y a eu les premiers awards ou les premières reconnaissances de la part des pairs. Il y a eu la première fois où un autre photographe est venu me demander à moi de l'aider et de me dire maintenant je suis dans ce rôle de transmission-là. Il y a le fait d'avoir... je pense que j'aurais répondu à la conférence Fearless si j'avais eu le temps et l'occasion. Ça n'est que partie remise. Voilà. Et puis sinon, du coup, le plus récent, je pense que c'est la sortie de notre livre avec Annie et Marine, parce que, comme tu vois, je t'ai parlé des livres, je suis vraiment une amoureuse des livres, d'une famille amoureuse des livres, donc avoir un livre avec son nom marqué sur la couverture, et puis... qui est vraiment édité par un vrai éditeur, qui est vraiment édité par un vrai éditeur, et de se retrouver au Salon de la Photo à faire des dédicaces sur notre livre, franchement, c'était surnaturel, tu vois. J'arrivais à m'extraire de mon corps et à me dire, mais en fait, ça, c'était même pas un rêve que j'avais, hein. C'est de me dire, c'est quelque chose qui m'arrive. En fait, j'avais même pas eu le temps d'en rêver tellement ça t'est tombé dessus. Ouais. C'est énorme. Dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain podcast ? Là aussi, j'aurais des milliers de personnes à te recommander, mais on va dire Annie Gozard et Marine Poron, parce que c'est mes acolytes depuis pas mal d'années, et puis que c'est des personnes qui ont quelque chose à dire et que j'estime profondément, en qui j'ai toute confiance dans leurs valeurs. Et puis pour pas rester corporatif, j'irai toujours dans le mariage. Alors je sais pas si tu veux d'autres que mariage. Là pour le moment je reste. Moi je fais très large. Je ne me limite pas au mariage par la force des choses, et parce que c'est un milieu dans lequel j'évolue. Il y a beaucoup de photographes de mariage qui passent, mais j'essaie de viser un petit peu plus large, parce que je pense qu'on peut prendre des petites pièces de chaque personne, de chaque spécialité, et les adapter à soi. Alors du coup, je vais t'en rajouter 2, mais tu me dis, sinon je peux en rajouter 10 encore. Je vais citer Thibaut Chap, parce qu'il a toujours quelque chose à dire, et tu disais un mec qui est, tu vois, c'est un mec qui a la même sensibilité, la même approche que moi, le même, voilà, et qui est extrêmement bavard et qui s'exprime bien, donc est toujours passionnant à écouter. Et pour sortir du mariage, mais je sais absolument pas si ça pourrait l'intéresser, s'il accepterait, mais j'ai eu la chance grâce à William Lamblay et Dead. Faut pas que je dise, j'ai oublié comment on disait son nom. Winglendash, il va m'en vouloir. Bon, bref, Dead. Qui ont fait Rise Up, qui font la formation Rise Up. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. J'en ai déjà entendu parler. Qui sont donc c'est une formation où ils font venir 3 photographes de mariage et 3 photographes autres pour ouvrir. Ils ont fait une édition en novembre, et là la prochaine a lieu en novembre 2020. Ces 2 gars adorables et qui font vraiment les choses super bien, donc c'était un énorme succès. On a vécu une semaine génialissime, donc je recommande à tout le monde, et du coup grâce à eux on a eu la chance de rencontrer Olivier Laban-Mattei, donc photojournaliste. Et je dois avouer que j'ai eu une prise de conscience, moi qui suis la première à dire qu'il faut arrêter les préjugés d'un milieu à un autre de la photo, et qui souffre moi-même des préjugés qui sont faits en fait envers les photographes de mariage. Je me suis rendu compte que finalement j'avais moi-même des préjugés envers les photojournalistes, vraiment de presse, parce que ceux que j'avais rencontrés jusqu'à maintenant avaient validé mes préjugés. Enfin, j'avais eu un contact assez négatif. Et donc lui, il m'a complètement réconciliée, parce que une ouverture et une curiosité du coup pour notre milieu qu'il partageait pas du tout. Et c'est un mec passionnant qui a une vie incroyable. Enfin voilà, je pense que typiquement des personnalités comme ça à écouter, c'est intéressant pour tout le monde. J'aurais pu l'écouter des heures. Je vais tenter de contacter tout ce petit monde-là, et puis on verra qui dit oui. C'est quoi ton actualité ? Mon actualité, c'est que le coronavirus m'a enlevé ma conférence Fearless. Donc on la reporte à l'an prochain.
J'espère Je suis sûr que qu'on oui. verra. On va envoyer un petit message. Non, à lui. mon actualité immédiate, du coup, ça va être les formations. Alors, les formations 72 heures, le workshop avec les filles, Annie Gozard et Marine Poron, on en a théoriquement 2 qui sont prévues cette année, une en mai et une en octobre. Et là, on envisage de reporter celle de mai parce que, vu la situation actuelle, Coronavirus. voilà. Et on a la V2, du coup, avec les stagiaires de la V1 aussi en octobre, après les mariages. Et moi, du coup, je vais mettre en place, je suis en train de travailler là depuis quelques mois sur justement un encadrement plus personnel des photographes où je voudrais mêler du coaching, des développement personnel à de la formation photo, plus en mentoring. Et voilà, j'ai une vision d'accompagnement un peu particulière que j'essaye de mettre en place. Donc ça, c'est mes objectifs. Et clairement, moi, la formation c'est un cœur de métier. Je voulais être enseignant-chercheur, donc j'ai toujours eu envie de développer ça plus. Et sur l'aspect photo, ça va être de me reconcentrer sur ma communication pour développer tous les aspects dont on a parlé jusqu'à maintenant. Je mettrai les liens vers tous tes projets dans les notes d'épisode. Où est-ce qu'on peut te trouver ? Donc mon site, c'est life-emotion-art.com. On peut me retrouver sur Instagram ou sur Facebook. Sur Facebook, Aléatorieri, ou sur ma page, même si les pages Facebook n'existent quasiment plus. Enfin, elles sont tellement peu visibles que... Moi, je les exploite beaucoup. C'est vrai ? Ouais, T'arrives à garder juste, de la visibilité ? C'est juste une question d'avoir envie de s'y mettre. Ouais, mais c'est frustrant quand t'as l'impression que plus personne voit rien. Mais oui. C'est juste... après, c'est peut-être l'effet lancement de la page Facebook. La mienne est toute récente, mais en tout cas, je peux te dire que la mienne, je l'exploite à fond. Tant mieux. Je mettrai de toute façon tous les liens vers tes pages, ton actualité dans les notes d'épisode. Et il me reste à te remercier, Léa, d'avoir participé à ce podcast. De même, merci beaucoup. Et on l'a pas mentionné, mais aussi d'avoir repris la FFPMI. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ma casquette. On n'a pas parlé de cette casquette. Je mettrai également toutes les infos dedans. Mais de défendre les intérêts des photographes parce que c'est important aussi. Oui, tout à fait. Merci Léa. Merci Julien. À très bientôt. Merci d'avoir passé un moment avec nous dans l'œil de Léa Torieri. C'est fini pour cet épisode. Si vous voulez supporter ce podcast, partagez-le sur les réseaux sociaux, abonnez-vous et laissez un avis sur Apple Podcast. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode, dans l'œil d'un nouveau photographe. Photographe, merci, c'est fini.